Bonjour YouTube, bienvenue dans un nouvel agenda politique. Nous sommes le 12 novembre 2024 et on va voir les actualités politiques de la semaine qui vient de se terminer, qui a eu lieu du 4 au 10 novembre 2024. Voilà, tout simplement. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu dans le cadre d'un agenda politique. Ça c'est dû au fait que je sois tombé malade, voilà, et que j'avais pas de voix pendant deux agendas politiques. Putain, ça se met à percer à ce moment-là. J'espère que vous entendez pas la perceuse, ça se met à percer à ce moment-là. Fantastique, pile au moment où je lance la VOD. Mais voilà, j'ai été malade, bon, je le suis toujours un petit peu, mais je suis en voie de guérison. Donc voilà, je m'étais dit que ça faisait trop longtemps qu'on n'avait pas eu d'agenda politique. Donc aujourd'hui, on reprend avec une sélection de 10 articles classés par ordre chronologique. On va donc aller du lundi 4 novembre au dimanche 10 novembre 2024. Voilà, avec quelques articles différents que je vous ai choisis, isolés. Choisissez le mot que vous voulez. Voilà. Avec au programme, vous allez voir des actualités qui sont à la fois françaises, européennes et internationales. C'est quelque chose qui m'avait été demandé lors du précédent agenda politique, ça commence à remonter, 3 semaines, voilà, mais voilà, de faire un peu plus de part belle aux actualités européennes et internationales. C'est désormais chose faite avec cet agenda politique, ne perdons pas un instant de plus et allons-y. Nous revenons au lundi 4 novembre 2024 où nous apprenons par une décision que Fret SNCF va disparaître au 1er janvier 2025 et sera remplacé par 2 sociétés distinctes. C'est un véritable tremblement de terre, un séisme dans le monde du ferroviaire qu'on a appris lundi et qui risque d'avoir des répercussions terribles sur le ferroviaire et surtout le fret en France. Cette décision intervient dans le cadre d'un plan négocié par l'État français avec la Commission européenne pour éviter une procédure de redressement qui aurait pu conduire à la liquidation de la société qui emploie 5000 salariés. Donc voilà, il y a quand même 5000 emplois sur la sellette. Je parle de ça parce qu'on va avoir l'occasion d'y revenir sur les emplois. Fret SNCF, l'entreprise leader du fret ferroviaire en France, va disparaître le 1er janvier 2025 pour renaître sous la forme de 2 sociétés distinctes, baptisées Exafret pour le transport de marchandises et Technis pour la maintenance des locomotives, a annoncé la direction lundi 4 novembre. C'est la 2e étape du plan négocié par l'État français avec la Commission européenne pour éviter une procédure de redressement qui aurait pu conduire à la liquidation pure et simple de la société qui emploie 5000 salariés. Donc là, France Info nous fait un petit bilan de pourquoi on en est dans cette situation-là. La Commission avait ouvert début 2023 une enquête à l'encontre de l'État français, soupçonné d'avoir versé des aides considérées comme illégales à Fret SNCF entre 2005 et 2019, pour un montant estimé à 5 milliards d'euros. Le ministre délégué au transport de l'époque, Clément Beaune, avait choisi de négocier un plan de discontinuité avec les instances européennes. Donc ce qui se passe concrètement, c'est que en 2006, le fret ferroviaire s'ouvre à la concurrence. Et donc Fret SNCF, qui est une filiale de la SNCF, avait du mal à s'ouvrir à ce nouveau marché-là. Et donc l'entreprise était déficitaire. Pour éviter cela, SNCF, via les dotations de l'État, a mis au bout en fait des comptes de Fret SNCF pour justement arriver à un équilibre des comptes et éviter que l'entreprise ne soit constamment déficitaire. Or, il se trouve que voilà, la Commission européenne estime en 2023 que ces aides sont illégales et sont un frein à la concurrence qui a été décrété par cette même commission. 500 emplois vont être supprimés. La SNCF s'est battue aux côtés de l'État pour obtenir la discontinuité la plus modérée possible, a expliqué à l'AFP Frédéric Delorme, le président de Rail Logistic Europe, la holding regroupant toutes les activités fret de la SNCF. Fret SNCF, Cap Train, transport combiné, etc. Fret SNCF a donc été contraint d'abandonner 23 flux de marchandises parmi les plus rentables à la concurrence des opérateurs belges, allemands et français, soit 20% de son chiffre d'affaires et 30% de ses trafics.
Donc ce qui est fou, c'est que la Commission européenne, soit elle exigeait le démantèlement complet de fret SNCF, soit elle exigeait d'abandonner les flux de marchandises, et pas n'importe lesquels, ceux qui sont considérés les plus rentables. Donc là, voilà, fret SNCF va perdre 20% de son chiffre d'affaires. On rappelle que c'est une entreprise qui est déficitaire, de base, qu'il est peut-être plus aujourd'hui, mais qu'il l'était à l'époque. Et donc la Commission européenne s'est dit, voilà, pour assurer la viabilité de fret SNCF, eh ben, on va lui couper ce qui lui permet d'être rentable. La logique, voilà. Donc cette opération a été réalisée au premier semestre 2024. La deuxième étape, avec la disparition de fret SNCF au profit d'Hexafret et Technis, interviendra le 1er janvier et s'accompagnera de la suppression de 500 emplois, soit 10% des effectifs. Selon la SNCF et le gouvernement, il n'y aura aucun licenciement. L'ensemble des cheminots doivent être transférés dans d'autres entreprises du groupe ferroviaire. La disparition de Fret SNCF, leader du secteur avec un chiffre d'affaires de 700 millions d'euros annuels et près de la moitié des parts de marché en France, est très dure pour la cheminot, a reconnu Frédéric Delorme. Il estime que les conditions sont réunies pour se développer sur le plan économique malgré l'affaiblissement de l'entreprise. Dans ce contexte, tous les syndicats de la SNCF ont demandé à être reçus par la direction du groupe cette semaine. Donc voilà un petit peu la situation abracadabrantesque dans laquelle on va se retrouver, puisqu'en fait on a une entreprise qui était déficitaire, la maison mère a aidé, l'Europe a dit non, et donc soit on liquidait l'entreprise, soit on l'a divisée en deux, et on lui coupe sa logique de rentabilité, pour avoir plus de concurrence, alors que Fret SNCF est quand même une entreprise qui est considérée comme peut-être pas vitale, mais qui est quand même importante pour le tissu industriel français et pour le tissu commercial aussi, parce que ça fait de l'échange de marchandises avec non seulement à l'intérieur de la France, mais aussi à l'extérieur sur un plan européen. C'est notamment via le fret que circulent les marchandises entre le port de Rotterdam quand ils arrivent, qui est la plaque tournante du commerce européen, et avec des pays notamment comme l'Espagne, qui doivent donc passer par la France. Donc tout ce transport de marchandises a besoin de solutions qui soient viables. Or, découper Fret SNCF en deux et l'affaiblir, c'est pas ce que j'appelle des logiques viables, puisque là, Fret SNCF va perdre 20% de son chiffre d'affaires qu'il arrivait à constituer jusqu'alors. Tout simplement parce que c'est une mission de service public et que du coup, Fret SNCF s'occupait à la fois des liaisons qui étaient rentables, mais aussi des liaisons déficitaires. Ce qui permettait à l'ensemble du territoire d'avoir du transport de marchandises qui soit suffisant. Sachant qu'en plus, et ça va être plus compliqué encore pour le fret ferroviaire, il y a déjà des gens qui parlent d'un affaiblissement à venir du fret ferroviaire en France. Il faut savoir qu'en plus on est dans la moyenne basse des pays de l'Union européenne en termes de part de transport effectué par voie de chemin de fer. Il faut savoir que la moyenne européenne tourne aux environs de 17% et que nous, la France, on est actuellement à 11%, donc un peu en dessous de cette moyenne-là. Et donc, si on n'a pas un opérateur qui a des moyens suffisants pour assurer l'ensemble de ce transfert-là, enfin de ce fret-là finalement, eh bien on risque de perdre encore en termes de part de transport ferroviaire, sachant que, on le dit et on le répète, c'est quand même une infrastructure, puisque Fret SNCF circule sur les voies SNCF que l'on peut prendre, nous, les voies TGV, les voies intercités, les voies TER, etc. Voilà. Et donc, c'est un transport qui est en fait très propre écologiquement, qui ne coûte pas si cher que ça économiquement, donc qui a plein de plus-values, mais en raison d'une décision de la Commission européenne, eh bien on va encore une fois sacrifier notre fret ferroviaire et donc affaiblir la position pour la remplacer par certainement une armée de camions voilà, qui vont être lâchés sur les autoroutes et donc polluer encore plus. Voilà. Donc ça c'était pour lundi. Mardi, on a appris des suppressions d'emplois chez Michelin et Auchan.
Et pas rien, hein, et pas quelques emplois de ci, de là, on parle de 3600 suppressions de postes en une seule journée, qu'on a appris, alors c'était dans la soirée de lundi, mais du coup c'est principalement mardi qu'on en a parlé, notamment à l'Assemblée nationale, et mercredi au Sénat, dans le cadre des questions d'actualité au gouvernement. Voilà, mais du coup, c'est encore une mauvaise nouvelle d'un point de vue de l'emploi, qui fait que la France risque de traverser une passe plus compliquée. Après l'annonce de 3600 suppressions de postes en une seule journée par ces deux fleurons du capitalisme français, le gouvernement de Michel Barnier s'est retrouvé sous le feu nourri de la gauche. C'est un article de Grégoire Poussielgue, voilà, sur le site Les Échos, qui a été publié mardi dernier, le 5 novembre 2024. Deux fermetures d'usines, Cholet et Vannes, et 1254 suppressions de postes chez Michelin, 2400 emplois supprimés chez Auchan. La France a connu mardi une journée noire pour l'emploi et renoué avec ses vieux démons, ceux des gros plans sociaux. Cholet est sous le choc. Michelin est présent dans la ville depuis 54 ans et est l'un des plus gros employeurs. Je m'interroge sur les valeurs humaines et le respect des salariés de la direction de Michelin, réagit auprès des Échos le député Ensemble pour la République du Maine-et-Loire, Denis Masseglia. Élu dans la circonscription où se trouve le site de Michelin, qui emploie environ 1 millier de salariés, le parlementaire qui a échangé avec le ministre de l'économie Antoine Armand souhaite que la direction de Michelin soit auditionnée par la commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale. L'annonce de la fermeture de l'usine Michelin de Cholet est une nouvelle extrêmement dure pour les salariés et notre territoire, a de son côté réagi la présidente de la région Pays de la Loire, Christelle Morancé, Horizon. Ah, elle est Horizon, d'accord, ok, bah écoutez, je la prends. Fermeture évidemment éminemment préoccupante. Au-delà des seules annonces de Michelin et Auchan, la situation reste inquiétante dans la chimie ou l'automobile, sans oublier les 2500 emplois menacés chez Casino. Antoine Armand a estimé mardi, lors d'un déplacement dans le Pas-de-Calais, que les fermetures de sites annoncées par Michelin et Auchan étaient évidemment éminemment préoccupantes. Ouais, ça c'est le minimum du service après-vente, hein. Il a ajouté regretter les décisions du groupe Michelin. Est-ce qu'il va nous faire une Bruno Le Maire? Bruno appelle, hein, on va voir. L'État aura une vigilance extraordinairement forte quant au reclassement de l'ensemble des salariés affectés et fera tout son possible pour contribuer à trouver un repreneur pour l'un des deux ou les deux sites, a-t-il ajouté. Ouais, alors c'est encore plus mou que Bruno demande, hein. Ces mauvaises nouvelles qui s'enchaînent mettent l'exécutif en difficulté. La gauche est montée au créneau et Marc Ferracci, le nouveau ministre de l'Industrie, s'est retrouvé sur le grill lors des questions au gouvernement. Vous me direz, le gouvernement a été bien en difficulté aux questions du Sénat qu'on a suivies la semaine dernière aussi. Nous serons aux côtés de tous ces salariés en lutte, a indiqué à l'Assemblée nationale la députée La France Insoumise, Aurélie Trouvé, nouvelle présidente de la Commission des affaires économiques, justement, vu qu'il est question d'une audition. Emmanuel Macron, qui avait fait de la fin du chômage de masse et de la réindustrialisation un double marqueur politique et un point fort de son bilan. Ouais, c'était ce qu'il voulait. Il est aujourd'hui fragilisé par la dégradation de la situation de l'emploi, tout en essuyant de fortes critiques face à la dégradation des comptes publics. Et oui, parce que non seulement le taux de chômage va remonter, mais en plus les comptes publics sont en train de dégringoler, alors qu'il avait promis de lutter contre ces deux problèmes-là. J'ai envie de dire, bravo Manu. Bravo, le boulot est accompli, hein, bravo. La gauche n'a pas manqué l'occasion de se saisir de ces fermetures pour faire le procès de ses 7 années de pouvoir et dénoncer sa politique de l'offre et des aides publiques en faveur d'entreprises qui, à ses yeux, en profitent pour faire des bénéfices. Donc les aides publiques, c'est tout l'argent public qui a été donné aux entreprises, notamment tout ce qui est exonération de cotisation, crédit impôt recherche, crédit impôt compétitivité emploi. Bref, il y a plein de noms comme ça que vous pourrez retrouver sur internet, mais voilà, qui sont en fait des sous
qu'on donne nous de notre poche en fait, puisque c'est l'argent de l'État enfin que l'on donne au groupe comme ça, et qui permettent, théoriquement, ça reste encore à prouver, de créer des emplois. Voilà. Ces annonces mettent à mal la fable que colportent à l'envi les différents gouvernements du président Macron. Non, la politique de l'offre caractérisée par des cadeaux phénoménaux aux entreprises et aux plus riches n'a pas permis de créer une dynamique de croissance et de réduire le chômage, a dénoncé le député communiste, André Chassaigne. J'aurais pu vous le faire avec l'accent parce que j'ai reconnu sa façon de s'exprimer à André Chassaigne, donc j'aurais pu vous le faire avec son accent, mais bon, voilà, tant pis. Mais effectivement, chômage en hausse, croissance en berne, compte public dans le rouge, un beau bilan de mandat pour Emmanuel Macron. Les mots des ministres sont toujours un peu les mêmes. Le retour du spectre de l'impuissance publique plane au-dessus de la tête de l'exécutif. Effectivement, est-ce qu'on va être un nouveau numéro de Bruno Demande? Marc Ferracci a demandé... Eh ben voilà. Donc Marc demande un plan d'accompagnement exemplaire des salariés et des territoires. Marc, comme pour Bruno, on va essayer de te l'expliquer, tu es ministre de l'Industrie. Tu es ministre, donc tu as une partie du pouvoir exécutif. Tu as la possibilité de prendre des décisions. Ton but, c'est pas simplement de demander aux entreprises. Ton but, c'est de forcer les entreprises. Voilà, de leur mettre des coups de pression et de prendre des sanctions si jamais elles ne font pas ce qui est prévu ou si elles trahissent leurs engagements. Voilà, c'est ça le boulot d'être un ministre. C'est pas de demander. Voilà, demander, c'est dans un premier temps. Ensuite, tu sanctionnes. Voilà, mais comme d'habitude, avec ce gouvernement et les gouvernements qu'on a depuis ces 7 dernières années, on demande, mais on ne fait rien. Voilà. Allant dans le sens du questionnement de la gauche, le Premier ministre Michel Barnier est allé plus loin que ses ministres en questionnant la destination des aides publiques. Et ça, c'est quand même dingue. J'en ai entendu parler effectivement à l'Assemblée nationale, c'est là qu'il l'a dit. J'ai le souci de savoir ce qu'on a fait dans ces groupes, de l'argent public qu'on leur a donné. Je veux le savoir et donc nous allons poser des questions et nous verrons si cet argent a été bien ou mal utilisé pour en tirer des leçons, a-t-il répondu à André Chassaigne. Ça c'est fantastique parce qu'il faut qu'on ait un Premier ministre de droite issus du parti Les Républicains, qui pourtant, eux, ont l'habitude de donner des cadeaux au groupe, voilà, à sortir le chéquier pour offrir de l'argent public aux entreprises. Et là, on a Michel Barnier, donc, qui nous explique que en fait, il veut savoir ce qui a été fait de cet argent public. Voilà, donc c'est absolument fou. Ça montre à quel point finalement, en fait, cet argent, il a été distribué d'une part sans aucune contrepartie, mais surtout sans aucun contrôle. On ne sait absolument pas ce qui a été fait de cet argent public. Et c'est vraiment criminel. Quand on voit à quel point on est endetté, à quel point on continue de s'endetter, et à quel point on fait la chasse aux petites économies, et notamment aux individus, voilà, aux ménages, dans un sens très large, je trouve assez fort de café qu'on n'ait pas passé 7 ans à auditionner chaque euro dépensé pour aider les entreprises soi-disant à embaucher. J'aimerais bien savoir ce qu'il en était effectivement. Et pour le coup, j'espère que Michel Barnier va tenir cet engagement-là et faire en sorte qu'on puisse avoir une véritable commission d'enquête et des travaux d'enquête justement pour voir ce qu'il a été fait de cet argent public. Et surtout derrière, parce que c'est pas seulement ce que j'attends de Michel Barnier, surtout des sanctions vis-à-vis des groupes qui auraient détourné l'argent public. On parle notamment du crédit impôt recherche pour Michelin, qui l'aurait détourné pour nourrir sa propre profitabilité. Voilà, donc j'attends des sanctions claires, efficaces, voilà, pour expliquer que on peut donner de l'argent public, il n'y a pas de problème, mais que derrière, il faut en faire ce pourquoi on le prévoit, et que si on essaye de tricher, eh ben on se fait taper sur les doigts. Comme n'importe quel contribuable qui finalement, quand il fraude, et ben voilà, il se fait taper sur les doigts. Pour Michel Barnier, c'est aussi une façon de prendre ses distances avec le bilan d'Emmanuel Macron. Oui, voilà, c'est clairement un coup de com', on va voir ce que ça va donner.
Au sein même du bloc central, le gouvernement est critiqué. Les mots des ministres sont toujours un peu les mêmes. On va accompagner, faire en sorte que cela se passe le mieux possible au niveau du plan social et faire en sorte que le site soit repris. Mais on voit bien que sur les sites industriels, il faut d'abord avoir une dynamique qui porte l'emploi. Et en ce moment, on doit dire qu'on est un petit peu inquiet car le contexte politique ne favorise pas la confiance de nos entreprises qui ont besoin de lisibilité et de stabilité, a dénoncé sur LCP la députée MoDem Géraldine Bagné. Ah oui, c'est absolument pas la faute du gouvernement. Non, non, c'est la faute du climat. Voilà, c'est le climat qui est comme ça. Voilà, les entreprises, elles veulent de la lisibilité, elles veulent de la stabilité, elles veulent plus d'argent. On n'a pas assez donné d'argent à ces pauvres entreprises. Comprenez, elles arrivent pas à boucler les fins de mois. C'est terrible. Voilà. Voilà, comme d'habitude, on remet absolument pas en cause la politique de l'offre, hein. Mais bon, qu'est-ce que je pouvais m'attendre de députés centristes, hein. En plein examen chaotique du budget, ces annonces de suppression d'emplois donnent du carburant à ceux qui dénoncent les hausses de charges pour les entreprises prévues par le gouvernement et les impôts et taxes votés par les députés de gauche qui alourdissent la fiscalité des entreprises. À l'Assemblée nationale, la députée Horizon, Anne Le Hénaf, est montée au créneau. Nous entendons certains de nos collègues prôner les hausses de fiscalité pour nos entreprises. Ces surcharges fiscales ajoutent aux nombreuses normes auxquelles elles doivent faire face, a-t-elle dénoncé, demandant des garanties au gouvernement. Eh ben oui, et c'est pour ça qu'en fait on est censé avoir des mesures protectionnistes, pour faire en sorte que quand on a besoin de fiscalité, eh ben, on ajuste les barrières douanières pour faire en sorte que les produits du marché intérieur soient toujours compétitifs avec ceux du marché extérieur. Voilà, c'est le b.a.-ba de l'économie, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais comme on est dans une Union européenne qui est incapable de comprendre que des mesures douanières peuvent la sauver, eh ben, on continuera de sacrifier notre tissu industriel et de perdre des emplois. Allez, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, allez. C'est la foire au licenciement et aux plans sociaux. Voilà. Tant qu'on remettra pas en cause cette logique de politique de l'offre sans mettre en place une vraie politique de la demande. Voilà. Allez, je vais essayer de me calmer et on va reprendre. Bah non. Pourquoi je me calmerai? L'article suivant, je vais passer rapidement dessus, mais l'article suivant montre très bien ce qu'il va se passer. Concrètement, on va pas y aller par quatre chemins, la France est menacée par une vague de plans sociaux dans différents secteurs que sont la construction, le commerce, l'automobile et encore bien d'autres. Je vais pas lire tout l'article parce que d'une part il est réservé aux abonnés donc j'aurai pas accès à tout, mais c'est surtout ça va me permettre de glisser un petit mot que j'ai entendu, qui je trouve est très cohérent et qui va dicter un petit peu la politique économique de l'année 2025. Donc là, en tout cas pour ces secteurs-là, le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, dénombré en octobre, 52 214 procédures collectives ouvertes d'entreprises en difficulté depuis le début de l'année, en nette accélération depuis 2023. Bref, voilà, des plans sociaux, donc Auchan 2500, Michelin 1250, voilà, on a une vision peu réjouissante de l'avenir. Nous sommes face à une crise profonde, structurelle, des modes de vie, de consommation du travail. À cela s'ajoutent des mutations comme celle de la voiture électrique. Cela touche presque tous les secteurs. La distribution, l'automobile, la construction, l'immobilier, la tech, le ferroviaire, voilà, nous dit Philippe Druon. Ah, et pas Philippe Duron. Ah, associé chez Hogan Lovells. Dans les cabinets tels que le sien, les dossiers d'entreprises en difficulté arrivent d'autant plus nombreux que les prêts garantis par l'État accordés pendant la pandémie de Covid-19 doivent désormais être remboursés sur fond d'instabilité politique et sociale. Vous vous en souvenez, là on a craqué le chéquier pour aider les entreprises en faisant des prêts à taux zéro garantis par l'État. Ben voilà, maintenant on est à l'heure du remboursement et en fait la situation économique s'est absolument pas améliorée, bien au contraire. Donc en fait les entreprises elles vont se retrouver
retrouver en fait avec un effet ciseau, avec une baisse de la demande parce que la croissance économique est en berne, et en même temps les prêts à rembourser, donc une augmentation des dépenses, si je puis dire. Donc voilà un petit peu l'effet ciseau qui se prépare, et, euh, et c'est pas prêt de s'arranger. Voilà, donc je vais pas continuer l'article parce qu'on arrive au bout de ce qui est prévu, mais grosso modo, en fait, je vais revenir à un contexte plus macroéconomique français, avec une note de l'OFCE, alors que j'ai pas réussi à retrouver, mais j'ai réussi à isoler les éléments importants, donc vous pourrez peut-être la retrouver vous de votre côté. En fait, l'OFCE, donc l'Observatoire français des conjectures économiques, hein, c'est quand même, c'est pas Joe le rigolo qui fait ses prédictions via horoscope, hein. C'est un institut très sérieux qui fait des projections économiques sur différents indicateurs, nous parle d'une situation économique extrêmement morose d'un point de vue de l'emploi. L'OFCE nous explique entre autres qu'on va assister à une vague en fait de suppression d'emplois qui va avoir lieu dans la seconde partie de l'année 2025, puisqu'il y a l'effet ciseau qui va se profiler au fur et à mesure de l'année 2025, et donc c'est à partir du milieu de l'année que ça va se profiler. Waouh, le quinte de tout qui est arrivé sans prévenir. L'OFCE a essayé de quantifier le nombre d'emplois qui seraient menacés. Accrochez-vous bien, on parle de 140 000 emplois qui sont menacés de suppression. Environ, hein, sachant que ça peut être moins, mais ça peut être plus. Et c'est ça qui est fou. Et que si on prend cet indicateur de 140 000 emplois menacés, en fait, ça pourrait faire remonter le taux de chômage à 7,5% d'ici fin de l'année 2025. Donc en fait, non seulement la courbe du chômage qui était en train de se tasser dernièrement, et ben en fait elle va remonter, parce qu'en fait on a une politique qui est complètement déconnectée et qui va mener dans le rouge de nombreuses entreprises et donc des plans sociaux. Accrochez-vous parce qu'on va en avoir beaucoup comme ça qui vont se succéder. Voilà, donc la perspective est vraiment morose pour 2025, et donc en plus, qui dit suppression d'emplois, dit donc plus de personnes inscrites au chômage, qui donc n'ont plus de salaire pour cotiser, et à l'inverse ont besoin de la solidarité des dispositifs de la sécurité sociale pour pouvoir vivre, et donc baisse des recettes, augmentation des dépenses, donc en aggravation des comptes publics. Je vous dis, l'année 2025, elle va être fantastique d'un point de vue de la dégradation des comptes publics. Donc si on ne prend pas dès maintenant des mesures économiques pour rétablir le plus possible les comptes publics, et ben ça va encore une fois s'aggraver encore plus en 2025. Voilà, c'est terrible ce qui nous attend. Voilà, moi je suis compatissant envers les salariés qui sont et qui seront victimes de plans sociaux. C'est pas facile. Voilà, parce qu'en plus, ça fait qu'on se retrouve avec encore plus de demandeurs d'emploi, avec encore moins de demandes d'emploi. Donc ça fait que voilà, sur chaque offre d'emploi, on va être de plus en plus nombreux à être en compétition. Donc des périodes très compliquées. Ça va avoir des effets aussi sur tout ce qui est santé et santé mentale, hein, parce que quand on est sans emploi et qu'on n'arrive pas à retrouver un emploi, eh ben ça a des effets, hein, sur la santé mentale. Je suis passé par là, donc je sais de quoi je parle. Voilà, donc ça va avoir des effets absolument dévastateurs. Voilà, et c'est donc ce qui nous attend d'ici au milieu d'année 2025, mais ça va certainement commencer dès le début d'année 2025. Vous voyez, Auchan et Michelin, ils n'ont pas attendu 2025 pour annoncer leurs plans sociaux. Voilà. Bon, allez, on va continuer avec les news du mardi 5 octobre 2024. On va parler de politique internationale avec les élections aux États-Unis qui ont eu lieu, avec le résultat qu'on a eu dans la journée du mercredi, nous, voilà, qu'on a pu voir dans le Café Normand de la semaine dernière, où Donald Trump a donc été réélu président des États-Unis, et donc il succédera à Joe Biden, pardon.
d'ici à janvier 2025. Et avec cela se pose la question de savoir quelle marge de manœuvre aura Donald Trump pour son nouveau mandat, qui sera donc son dernier en plus, voilà, puisqu'il ne peut pas avoir plus de 2 mandats tout court. C'est pas comme en France où c'est 2 mandats consécutifs, hein. C'est vraiment 2 mandats et après finito. Or, il s'avère qu'avec les résultats qu'on a, Donald Trump va pouvoir jouer avec beaucoup moins de garde-fous. Autrement dit, et c'est la question que pose Marie-Violette Bernard pour France Info, pourquoi Donald Trump aura une liberté d'action presque totale pour son second mandat à la Maison-Blanche? Durant sa campagne électorale, le républicain a multiplié les intimidations, notamment envers ses ennemis politiques, des déclarations qu'il aura en théorie le pouvoir de mettre à exécution. Et ça fait très froid dans le dos. Citation de Donald Trump, « Je gouvernerai avec une devise, promesse faite, promesse tenue ». Lors de son discours de victoire depuis Mar-a-Lago, en Floride, dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 novembre, Donald Trump a donné le ton de son futur deuxième mandat à la Maison-Blanche. Il compte mettre en œuvre son programme de campagne. L'affirmation, banale pour un candidat venant de remporter l'élection présidentielle, inquiète pourtant les démocrates et plusieurs médias libéraux comme CNN et Vox. Le républicain est un danger pour la démocratie, juge par exemple le site américain au lendemain du scrutin. La mise en garde, martelée par Kamala Harris durant toute la campagne, soulève une question. Que fera véritablement Donald Trump durant ce deuxième mandat? Au-delà du programme, ira-t-il au bout des nombreuses menaces qu'il a proférées à l'encontre de ses adversaires politiques? Au cours de la dernière année, le milliardaire a par exemple promis de poursuivre Joe Biden en justice, ou encore d'utiliser l'armée contre ceux qu'il désigne comme des ennemis de l'intérieur. On sait désormais qu'il ne faut pas prendre Donald Trump au mot, mais il faut le prendre au sérieux, estime Nadia Brown, professeure de politique publique à l'université de Georgetown. Donc selon elle, Donald Trump dit beaucoup de choses qui peuvent sembler farfelues, mais ses déclarations ont généralement un fond de vérité. Toujours selon ses mots, il est difficile de savoir ce qu'il entreprendra vraiment, parce que beaucoup de ses affirmations sortent du cadre habituel de la vie politique. On ne sait pas s'il compte le faire ou s'il s'agit de simples provocations, poursuit l'experte. Pendant son premier mandat, entre 2016 et 2020, Donald Trump n'a pas été au bout de tout ce qu'il avait déclaré durant la campagne, rappelle Hans Noel, professeur de sciences politiques à l'université de Georgetown toujours. Son appel à enfermer Hillary Clinton n'a par exemple jamais été suivi d'action. Cette fois, les menaces contre ses adversaires politiques sont plus précises, remarque toutefois le politologue. Il considère qu'il a été attaqué par des ennemis et qu'il doit se défendre. Un parti acquis à sa cause, on va voir. Parce que là, du coup, non seulement il y a des menaces qui sont plus précises qu'en 2016, quand il a été élu face à Hillary Clinton. Donc là, il y a des menaces, beaucoup de menaces qui ont été proférées et relevées par ses opposants. Mais en plus, là maintenant, vous allez le voir, il y a différents pions qui ont bougé par rapport à 2016, qui font que non seulement il a proféré ces menaces, mais qu'en plus, il va être en mesure de les mettre à exécution. Premier pion qui a changé, c'est un parti acquis à sa cause. Il y a une autre différence majeure avec son premier mandat. À l'époque, certaines mesures n'ont pas abouti parce qu'une partie des élus républicains au Congrès ne les soutenait pas, ou que les démocrates avaient le contrôle de la Chambre des représentants entre 2018 et 2020, explique Hans Noel. Et oui, effectivement, la Chambre qui change tous les 2 ans, Donald Trump en avait le contrôle entre 2016 et 2018, mais plus entre 2018 et 2020. C'est les midterms, voilà, qui ont fait qu'il a perdu le contrôle, et donc il n'avait plus l'initiative complète des lois, il n'avait plus le contrôle total du pouvoir législatif. Lorsqu'il sera investi en janvier 2025, Donald Trump aura les mains plus libres. Les démocrates peuvent encore espérer contrôler la Chambre des représentants et ainsi limiter le champ d'action du président, mais le parti républicain compte déjà 211 élus selon les résultats partiels vendredi matin, approchant des 218 sièges nécessaires pour détenir la majorité.
Les conservateurs disposent déjà d'une majorité au Sénat, avec au moins 53 sièges sur 100. Alors, je vais faire un petit point mise à jour des résultats, hop, puisque du coup on en a obtenu quelques-uns. C'est pas encore fini, hein. On est une semaine après les élections et c'est toujours pas fini, hein. On a encore des résultats qui nous parviennent, hop, que l'on va voir. Donc souvenez-vous, hein, ça je vous avais montré ça lors du Café Normand de la semaine dernière. Donc ça c'est les grands électeurs pour savoir qui va être élu à la présidence. Le Sénat, on a les résultats définitifs. Voilà, donc 53 sièges qui sont effectivement parvenus pour les Républicains et 47 pour les démocrates. Donc le Parti républicain a gagné 4 sièges au Sénat et s'est acquis une majorité absolue au Sénat. Donc Donald Trump a le contrôle du Sénat pour les 4 prochaines années. Enfin, à la Chambre, pour l'instant les résultats ne sont pas encore complètement parvenus, mais on voit déjà qu'ils ont réussi à sécuriser 214 sièges contre 205 pour les démocrates, et qu'ils sont en passe d'obtenir 218, soit la majorité absolue des sièges de la Chambre des représentants, qui compte, si je me souviens bien, 437 sièges, je crois que c'est ça. Voilà. Et donc, non seulement il pourrait obtenir une majorité absolue, mais en plus avoir une petite avance comme au Sénat. Voilà un petit peu pour le topo des résultats, donc une semaine après qu'on les ait couverts dans le cadre du Café Normand. Alors, voilà. Le président américain dispose d'une grande liberté dans la pratique de son pouvoir. L'un des garde-fous est le Congrès. De Bush à Biden, les élus ont bloqué certaines initiatives du président. Or, avec un Congrès à majorité conservatrice dans les deux chambres, Donald Trump serait d'autant plus libre de ses actions que le Parti républicain a beaucoup évolué depuis 2016, souligne le politologue. Ceux qui dénonçaient Trump en interne ont tous été poussés vers la sortie. Si vous regardez les républicains qui ont fait campagne pour Kamala Harris, ils ne sont plus membres du parti ou bien n'ont plus de mandat. En clair, ils n'ont plus de moyens de pression sur Donald Trump. Ne restent que les fidèles généraux et les fidèles soldats qui ont combattu pour Donald Trump. Nikki Haley, qui a affronté le milliardaire lors des primaires du parti avant de se rallier à sa cause, s'est bien risqué à le critiquer dans les derniers jours de la campagne, rapporte Axios. Mais elle n'a plus de poste de gouverneur et, si elle veut un avenir politique au sein du parti, elle rentrera probablement dans le rang, anticipe Hans Noel. Deuxième pion qui bouge, Trump s'entourera de personnes loyales. Même sans le contrôle total du Congrès, Donald Trump disposera d'une large marge de manœuvre. Attention, plusieurs chefs d'État américains avant lui ont dépassé et redéfini le cadre de leur pouvoir, rappelle Hans Noel. L'immigration est un exemple. Il revient au Congrès de légiférer sur le droit d'asile, le contrôle à la frontière et le financement de ces mesures, détaille-t-il. Mais le président peut faire évoluer le cadre d'action de la police aux frontières ou signer des décrets durcissant les conditions d'entrée sur le territoire. C'est ce que Joe Biden a fait en juin lorsqu'il a fermé temporairement la frontière avec le Mexique pour empêcher les migrants illégaux d'accéder au système d'asile. Au sein du futur cabinet Trump, la loyauté envers le président sera par ailleurs de mise. Au début de son premier mandat, des responsables avaient organisé la résistance à la Maison-Blanche, s'efforçant en coulisses de contrer les impulsions malencontreuses du milliardaire. Cette fois, Donald Trump a déjà annoncé qu'il s'entourerait de personnes plus loyales, plus en accord avec sa ligne, observe Nadia Brown. Bonjour Kimi, bienvenue sur ce stream de l'agenda politique. Bonjour Jage, tu travailles pas aujourd'hui? Parce qu'il me semble que, d'habitude tu passes le mercredi et le vendredi après-midi en stream quand tu es en télétravail. Ça se trouve, je suis en télétravail exceptionnellement et demain sur site. Ok, d'accord. Ok, donc c'est donc pour ça. Je l'avais senti venir, mais j'ai confirmation.
Donc là, on est dans l'agenda politique, on revient sur l'actualité politique de la semaine dernière, du lundi 4 au dimanche 10 novembre, et donc on a vu quelques articles sur la situation économique de la France, et là on fait une petite envolée à l'international avec la situation après les élections américaines. Voilà, et donc le fait que là, Donald Trump va avoir une marge d'action a priori très importante pour son deuxième mandat. Je reste en lurk, mais je suis là. Ça marche, très bien. Eh ben écoute, on va continuer. Le président élu a aussi affiché son intention de virer de nombreux employés des agences fédérales pour les remplacer par des responsables choisis par ses soins. Des nominations politiques qui saperaient l'indépendance de ses services. Donald Trump a essayé de prendre ses distances avec le projet 2025, plan d'action d'un groupe ultra-conservateur préparant le retour du républicain à la Maison-Blanche, note Hans Noel. Je suis pas sûr qu'il ait pris ses distances, hein. Mais ce document explique bien l'objectif de recruter et de former des personnes pour qu'elles occupent des postes clés dans l'administration fédérale pour l'aider à accomplir ses volontés. Le choix de J.D. Vance comme colistier illustre lui aussi la volonté de Donald Trump de ne s'entourer que de partisans dociles. Comme le relève CNN, le futur vice-président a refusé d'admettre publiquement que le milliardaire avait perdu l'élection en 2020. Il a aussi laissé entendre qu'il agirait différemment de Mike Pence, qui avait certifié la victoire de Joe Biden malgré les demandes de Donald Trump de bloquer le processus démocratique. Ouais, ça va être fantastique, hein, le deuxième mandat de Donald Trump. Dernier pion, les tribunaux et les États démocrates en dernier rempart. Durant le deuxième mandat du milliardaire à la Maison-Blanche, il y aura beaucoup moins de garde-fous, résume Hans Noel. Le politologue cite toutefois le pouvoir judiciaire. Il y a 8 ans, des décisions de justice avaient bloqué certaines mesures de Donald Trump. Le Muslim Ban, interdisant l'entrée sur le territoire aux ressortissants de plusieurs pays à majorité musulmane, avait ainsi été déclaré contraire au droit par les tribunaux américains. De nombreux avocats et militants modérés ou progressistes sont inquiets du résultat des élections. Ils ne manqueront pas de contester en justice d'éventuelles mesures discriminatoires. Beaucoup de ce que Trump dit vouloir faire au premier jour de son mandat sera illégal ou irréalisable, abonde Steve Vladek, un constitutionnaliste interrogé par le Washington Post. Mais même ce qui est illégal pourrait être appliqué durant un moment, et il pourrait vraiment réussir à faire bouger la loi dans sa direction. D'autant que Donald Trump a, durant son premier mandat, nommé de nombreux juges conservateurs dans les cours fédérales. Ces magistrats ne constituent pas la totalité du système judiciaire, et les républicains pourraient encaisser des revers devant les tribunaux, tempère Nadia Brown. Même la Cour suprême, où Donald Trump a installé une majorité conservatrice, pourrait ne pas toujours aller dans son sens. Le président de la Cour veut préserver la légitimité de l'institution. Il se rallie généralement aux autres conservateurs, mais pourrait parfois adopter une approche plus modérée pour garantir que la Cour suprême reste une branche du pouvoir opérationnel, avance la politologue. La Cour suprême, c'est l'équivalent pour nous du Conseil constitutionnel. Vérifier que les décisions qui soient prises par l'exécutif et le législatif soient en accord avec la constitution du pays et ne violent pas donc le droit intérieur et le droit international. Voilà. Et donc ils émettent aussi des jugements quand ils sont saisis d'affaires différentes. Voilà, donc ils ont quand même aussi un rôle de justice que n'a pas le Conseil constitutionnel en France. Mais voilà, donc c'est une instance très importante, finalement le dernier rempart de l'état de droit aux États-Unis qui pourrait sombrer dans une nouvelle période, une période de fascisme en tout cas, où justement il n'y a plus d'état de droit, où c'est l'arbitraire qui règne. En tout cas, c'est ce à quoi Donald Trump semble se diriger. Voilà, donc on va voir ce que ça va donner avec la Cour suprême, mais j'ai quand même des doutes, hein, voilà. D'autres contre-pouvoirs existent aussi.
Les États dirigés par les démocrates résisteront à la politique de Donald Trump et beaucoup de décisions se prennent à ce niveau-là. Effectivement, là-dessus, on a entre guillemets la chance que les États-Unis soient un État fédéral et que donc ce soit les États au niveau local, voilà, et non pas l'État fédéral qui prennent une grande partie des décisions. Encore une fois, c'est pas comme en France où c'est l'Assemblée nationale, les Sénats qui prennent des décisions qui sont ensuite appliquées dans les territoires. Là, c'est plutôt l'inverse. C'est les États qui prennent des décisions qui s'appliquent dans leur propre État, et de temps en temps, il y a l'État fédéral qui rajoute une petite couche avec des décisions qui vaut pour tout l'État fédéral. Mais en grande majorité, la plupart des règles et des lois sont des lois locales propres à chaque État. Le politologue cite aussi la presse, bien qu'elle ait parfois rechigné à le critiquer durant la campagne. Une majorité d'Américains n'acceptera pas que l'on renverse leurs libertés et leurs droits. Oups, pardon. Ils se mobiliseront si la démocratie recule trop, anticipe Nadia Brown. Tout se jouera donc sur une question, selon Hans Noël. Donald Trump essaiera-t-il ou non de faire tout ce que les démocrates redoutent? J'ai envie de dire, on a 4 ans pour voir ce que ça va donner. Voilà un petit peu pour cet article qui finalement n'augure rien de bon pour la démocratie aux États-Unis. Mais à voir effectivement si Donald Trump va mettre en place l'ensemble de son programme. On en a terminé, je la refais, on en a terminé avec les news du mardi, on va passer aux news du mercredi avec une actualité européenne, on va passer un petit peu rapidement dessus, mais voilà, c'est pour tenir au courant de ce qu'il se passe. En Allemagne, Olaf Scholz limoge le ministre des Finances et acte la fin de sa coalition. En désaccord avec ses alliés libéraux sur la politique économique et budgétaire, le chancelier social-démocrate a décidé de solliciter la confiance des députés, ce qui devrait déboucher sur la tenue d'élections législatives anticipées en mars 2025. Alors là, on va voir un système politique qui est un petit peu différent, encore une fois, du nôtre, et aussi différent de celui des États-Unis. La victoire de Donald Trump, dis donc, il y a une transition, c'est fantastique, devait resserrer les rangs de la coalition au pouvoir à Berlin depuis 2021. Elle a finalement précipité son éclatement. Depuis 2021 ? Ah bon ? C'est aussi vieux que ça ? C'est marrant, j'ai l'impression que ça fait à peine plus d'un an. Mercredi 6 novembre, dans la soirée, le chancelier social-démocrate Olaf Scholz a demandé le départ du ministre des Finances, le président du Parti libéral-démocrate, ah oui, c'est ça qui est drôle. Le FDP, voilà, Christian Lindner, avec qui les relations étaient devenues notoirement orageuses. Donc voilà, je fais la blague rapidement et on repasse à la suite. On a le président donc du Parti libéral, il est président des FDP. Voilà. Faites toutes les blagues que vous voulez. Voilà, c'est l'instant humour. Maintenant, on recadre, on repasse au sérieux. La décision acte la fin de la majorité dite des feux tricolores, composée des sociodémocrates du SPD, des Verts et du FDP, puisqu'elle place de facto le chancelier et son gouvernement en minorité au Bundestag. Aux FDP. Oh oui, d'accord. Ok, bien. Merci pour la blague de Kimi. Selon toute probabilité, des élections législatives anticipées auront lieu début 2025, au plus tard fin mars, Olaf Scholz ayant annoncé qu'il se soumettrait à un vote de confiance des députés le 15 janvier. Les prochaines élections devaient initialement avoir lieu le 28 septembre 2025. Ah donc ça va avancer le calendrier. Alors, on va expliquer un petit peu ce qu'il en retourne. Le système politique allemand, il est bien différent du nôtre, puisqu'en fait, le pouvoir exécutif est entièrement dévoué et entièrement soumis au pouvoir législatif. En Allemagne, il y a une assemblée, le Bundestag, donc un seul parlement dans lequel siègent donc les élus allemands. Il faut savoir que ce Bundestag, il est composé, alors le système électoral allemand, il est un petit peu
il y a des petites fioritures, quoi, mais voilà. Grosso modo, les députés du Bundestag sont élus à la proportionnelle, au scrutin proportionnel par région, par Länder. C'est-à-dire que on se présente par scrutin de liste et dans chaque Länder, on répartit les sièges en fonction des scores qu'a fait chaque liste dans chaque région. Ça permet de ventiler 75% des sièges, les 25% étant une prime donnée, puisqu'en fait les Allemands votent deux fois. Ils votent pour la liste dans leur Länder et ils votent pour un parti à l'échelle nationale. Et donc voilà, pour le parti à l'échelle nationale, ils votent et on se répartit aussi les 25% des sièges restants. Ce qui fait qu'en fait, en Allemagne, il n'y a jamais de majorité absolue au Bundestag. Ce sont toujours des majorités relatives qui sont constituées, puisque les élections sont proportionnelles. Donc personne n'est en situation de dire c'est mon parti qui dirige, je fais ce que je veux. Non. En fait, pour pouvoir diriger le parti qui arrive en tête, ou bien celui qui réussit à réunir la plus grande majorité, va constituer une coalition, c'est-à-dire un regroupement de partis en fonction des résultats électoraux, et donc il va s'associer avec différents partis pour essayer de composer un gouvernement et d'avoir une majorité au Bundestag. Excusez-moi, je suis encore un peu malade. Hein. Donc le but, c'est en fait d'avoir suffisamment de partis qui rejoignent la coalition pour arriver à avoir une majorité absolue des députés au Bundestag. Une fois que c'est bon, une fois que suffisamment de partis sont dans cette coalition, eh bien, on peut nommer le gouvernement et on peut faire ce qu'on appelle le vote de confiance. C'est-à-dire le gouvernement qui se présente devant le Bundestag une fois qu'il est formé et qui pose concrètement la question, hein, c'est est-ce que vous avez confiance en nous ? Si oui, le gouvernement peut diriger. Sinon, eh bien, le gouvernement est renversé et on convoque des élections, de nouvelles élections législatives. Voilà un petit peu comment fonctionne le système politique national allemand. Donc en fait, le gouvernement est vraiment responsable devant le Parlement. Et plus qu'en France, puisqu'en France, c'est seulement le gouvernement, mais pas le chef de l'État. En Allemagne, c'est pareil, c'est le gouvernement qui est responsable et pas le chef de l'État. Le président de l'Allemagne ne peut pas être destitué enfin, il ne peut pas être renversé par une motion de censure par les députés du Bundestag. Mais par contre, en Allemagne, le président, il a surtout des pouvoirs symboliques. C'est surtout le chancelier qui a le pouvoir, l'équivalent du Premier ministre. C'est pour ça qu'en France, en Allemagne, on parle surtout de ce que fait le chancelier plus que ce que fait le président, puisque c'est le chancelier qui impulse la politique de l'État, là où en France, ce rôle est dévolu au président. Donc maintenant qu'on sait tout ça, reprenons les choses. Il y avait une coalition qui comprenait donc les social-démocrates, le Parti des Verts et le parti libéral-démocrate, donc le FDP. Donc c'était trois partis qui ensemble faisaient coalition et qui arrivaient à avoir une majorité absolue ensemble au Bundestag. Ils ont formé un gouvernement composé, donc c'est pour ça qu'on l'appelle la majorité des feux tricolores, parce qu'en fait on attribue le rouge au Parti social-démocrate, le vert au Parti des Verts et le jaune au parti du FDP. Jaune ou orange, ça dépend des représentations politiques, mais voilà, donc ensemble, cette configuration tricolore avait la majorité absolue des voix et donc le soutien du Bundestag, puisqu'il votait la confiance du gouvernement. Or, Olaf Scholz, qui n'est plus en accord avec son ministre de l'économie, qui est du FDP, l'a limogé, donc lui a dit, enfin lui a mis un carton sur la table en disant bah voilà, tu mets tes affaires et tu dégages, en fait j'ai plus besoin de toi, voilà. Mais le truc, c'est que du coup, bah, comme il est président de son parti, bah, le parti va pas dire ok, bon bah je prends la porte, mais bon, sans rancune, je continue à vous soutenir. Évidemment que du coup, mettre à la porte le président d'un parti qui est dans le gouvernement, ça veut dire que il n'y a plus de soutien et que donc la coalition éclate et que les verts et les rouges, enfin
les social-démocrates et les Verts, ne sont plus dans une situation de majorité absolue. Et en Allemagne, c'est obligatoire, il faut une majorité absolue pour pouvoir gouverner, faute de quoi, à la première question de confiance, eh bien, le gouvernement tombe et les élections sont organisées. Donc c'est concrètement ce qui va se profiler pour le gouvernement d'Olaf Scholz, qui va en fait solliciter lui-même la question de confiance, puisque de toute façon il sait qu'il n'a plus la majorité absolue au Bundestag. Il va se présenter devant les députés, dire « Est-ce que vous m'accordez toujours la confiance ?» Sur un malentendu, ça peut passer, mais il y a fort à parier qu'il n'a plus la confiance. Ça fait partie Enfin, c'est dans l'ordre logique du parcours de vie politique en Allemagne. Ça arrive très régulièrement qu'une coalition éclate, et donc dans la foulée, on sollicite une question de confiance pour acter la fin de la coalition et la convocation de nouvelles élections. C'est absolument pas un tabou et absolument pas un aveu d'échec de convoquer de nouvelles élections en Allemagne. Un peu quand même, hein, je mets de l'eau dans mon vin, c'est un peu un échec, mais moins qu'en France, quand par exemple on décide de dissoudre l'Assemblée nationale ou de faire un remaniement ministériel. Souvent c'est soit pour avoir une autre politique ou pour faire un constat d'échec et que donc on remet une pièce dans la machine. En Allemagne, c'est simplement pour dire bah, le rapport de force il a changé, c'est aux électeurs de trancher pour voir ce qu'il est. Donc des renversements de gouvernement, c'est assez commun hein, en Allemagne. Je tiens à le préciser. Alors, je dis pas qu'il y en a tout le temps, mais c'est un peu du genre comme on a connu sous la 4ème République, où les gouvernements allaient et venaient en fonction des coalitions qui se formaient au Palais Bourbon. Voilà. Et puis j'ai envie de dire, c'est finalement, en fait, c'est avancer les élections pour mieux les faire, puisque, regardez, voilà, les élections auront lieu fin mars au plus tard, alors qu'elles étaient prévues au plus tard le 28 septembre 2025. Donc c'est juste avoir 6 mois d'avance sur le calendrier. Voilà, la coalition a vécu, elle était là depuis 2021, donc le mandat était presque terminé. Voilà, c'est comme ça qu'on peut se dire que c'est pas un aveu d'échec pour Olaf Scholz, enfin pas complètement, puisque du coup la coalition aura quand même tenu 3 ans et quelques. Voilà, donc c'est pas mal. Je suis contraint de prendre cette décision afin d'éviter tout dommage à notre pays, a déclaré Olaf Scholz à la presse mercredi soir. Nous avons besoin d'un gouvernement capable d'agir, qui ait la force de prendre les décisions nécessaires. Il a indiqué vouloir se rapprocher du chef de l'opposition, le président de l'Union chrétienne-démocrate, la CDU, Friedrich Merz, lui-même déjà candidat déclaré à la chancellerie afin de coopérer sur la politique économique et la défense. Notre économie ne peut pas attendre que de nouvelles élections aient lieu. Nous avons besoin de clarté sur la manière dont nous allons financer notre sécurité et notre défense dans les années à venir, a précisé Olaf Scholz. Voilà, et je m'arrête là puisque la suite est payante. Voilà, mais grosso modo, il est en train de préparer la suite. La question c'est de savoir est-ce que le SPD, voilà, le Parti social-démocrate, ne va pas en payer le prix de cette censure du gouvernement, ou bien est-ce qu'ils vont réussir à renforcer leur position et créer une nouvelle coalition avec d'autres partis? On verra ça et on pourra le suivre justement au mois de mars quand auront lieu les élections, donc après la démission de la chancellerie et du gouvernement. Voilà donc pour les news du mercredi. Non, mercredi toujours. Voilà, on va parler du budget. Puisqu'on a appris dans le cadre de l'étude du budget. Alors là, je vais pas faire un grand topo sur le budget. Je ferai quand même un petit topo dessus, mais voilà, je vais revenir là-dessus sur un truc que j'ai beaucoup vu revenir et qui fait écho justement à ce que je disais sur le dernier agenda politique, sur la mort du cycliste avec l'altercation là qu'on avait vue. J'ai oublié son nom et je suis désolé, je l'avais encore il y a 10 minutes, mais son nom m'a échappé. Puisqu'on a appris en fait dans la foulée, dans le cadre du budget 2025, que tous les crédits qui étaient dédiés au plan vélo, c'est-à-dire en fait
tout l'argent que l'État donne aux collectivités locales pour développer l'usage du vélo, que ce soit par les infrastructures ou par des soutiens à une utilisation du vélo, eh bien, ont été complètement annulés. Donc il n'y a plus 1 € pour les collectivités locales pour le vélo. Et donc de fait, l'abandon du plan vélo est totalement inacceptable pour les collectivités territoriales. Les élus locaux dénoncent un manque de moyens pour faire aboutir des projets de mobilité douce. Parce qu'en plus, c'est même pas une réduction, c'est vraiment on supprime tout. Il n'y a plus 1 € dans la caisse. Des dizaines de collectivités ont appelé mercredi 6 novembre le gouvernement à maintenir le financement du plan vélo supprimé dans le budget 2025, sans quoi des centaines de projets risquent d'être stoppés net. La suppression pure et simple d'une politique publique prometteuse, efficace et nécessaire est juste totalement inacceptable, lance dans une lettre ouverte l'association Vélo et Territoire et le club des villes et territoires cyclables et marchables, CVTCM, qui réunissent des communes, départements et régions. En 2023, Elisabeth Borne avait promis la poursuite de son plan vélo avec 2 milliards d'euros jusqu'en 2027, avec une attention particulière aux zones rurales et périurbaines. Les 304 millions d'euros alloués au fonds mobilité active ont été supprimés dans le projet de budget 2025 parmi les mesures prises pour limiter le déficit. Les projets d'aménagement comme les pistes cyclables, préparés et déposés par plus de 400 territoires, risquent ainsi de rester lettre morte, dénoncent les associations de collectivités. On se sent démuni et assez en colère, a lancé mercredi Françoise Rossignol, présidente du CVTCM, en marge des 28e rencontres Vélo et Territoire qui ont ouvert mercredi à Vannes. Ça va nous mettre un coup d'arrêt pour 3 ou 4 ans, le temps de relancer les projets après les élections municipales de 2026, a déclaré François Cuillerier pour l'Association des maires de France. Ou Cuillerier, je ne sais pas. Comme lui, une quarantaine de collectivités ont déjà signé la lettre, a déclaré l'association Vélo et Territoire. Or, il se trouve qu'à ce jour, on n'a toujours aucune information si le gouvernement compte remettre le plan vélo dans le budget. Bon, faut dire aussi, on en est encore dans la partie recettes du budget. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit topo, comme ça on fait de la politique actuelle. Au moment où je vous parle, donc c'est les questions d'actualité à l'Assemblée nationale. Donc voilà, mais surtout, après les questions d'actualité, mais donc dans les heures qui vont suivre, les députés vont voter la partie recettes du budget 2025. Et donc le premier volet, et s'il est adopté, ils pourront passer à l'étude de la partie dépenses, notamment là où se trouve la possibilité de réintroduire le plan vélo. On va voir si la partie recettes passe pour le budget à l'Assemblée nationale. Beaucoup de personnes ont estimé que dans l'état actuel du projet de budget, il y a fort à parier qu'en fait qu'il n'allait pas être adopté, et ce serait dommage parce que faute de quoi, en fait, s'il n'est pas adopté, il est transmis tel quel au Sénat dans sa version initiale, dans sa version initiale, et donc finalement tout ce sur quoi auront planché les députés à la fois en commission et en séance publique n'aura servi à rien. C'est d'ailleurs un petit peu ce qui s'est passé la semaine dernière, et je crois que c'était mercredi, non, je crois que c'était vendredi, avec le projet de loi de financement de la sécurité sociale, puisqu'en fait, les députés sont arrivés au bout du temps imparti pour étudier le PLFSS sur sa partie recettes, sans qu'il puisse être adopté, et donc le gouvernement a mobilisé l'article 47 alinéa 1 de la Constitution pour en fait faire cesser les débats, dire on n'a plus le temps, on envoie le budget au Sénat, merci d'avoir joué. Et c'est exactement comme pour la partie recette du budget, hein. Il est transmis dans sa version initiale, donc sans aucun des amendements votés par les députés. Voilà, donc ça a été une sacrée déconvenue ce qui s'est passé vendredi soir dernier. Toujours mercredi, toujours mercredi, on a eu une petite déclaration de Pierre Moscovici, président de la Haute Autorité des Comptes Publics, quelque chose comme ça, ou sinon on l'appelle aussi la Cour des Comptes,
qui a fait une déclaration par rapport aux prévisions économiques et qui a le mérite, mine de rien, d'être intéressante à revenir dessus. En effet, Pierre Moscovici veut confier les prévisions économiques à une autorité indépendante. Oh là, bah c'est écrit petit, punaise, on va zoomer. Hop, ouais, voilà, là c'est bien. L'idée iconoclaste lui chemine dans l'esprit. Inquiet de prévisions économiques mal évaluées, ayant abouti à un dérapage inédit du déficit public cette année, Pierre Moscovici, président du Haut Conseil des finances publiques, presque ça, verrait bien cet organisme prendre en main les prévisions. Ah oui, d'accord, c'est ça ce qu'il appelle une entité indépendante, c'est que ce soit lui qui soit en charge du bousin. Ah, bah d'accord, je comprends mieux. Ah ouais, d'accord. Ah là 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 là. Le rôle du HCFP, composé de magistrats de la Cour des comptes, d'économistes, du directeur de l'INSEE et présidé par M. Moscovici en tant que premier président de la Cour des comptes, est justement d'apprécier le réalisme des prévisions de croissance, de recettes ou de dépenses sur lesquelles le gouvernement assied ses budgets et engagements auprès de Bruxelles. Alors, sur le fond, l'idée est intéressante, hein, pour le coup, que ce soit voilà, des magistrats de la Cour des comptes, des économistes, du directeur de l'INSEE, voilà, qui sont quand même des gens qui sont assez doués en calcul en termes de prévision économique, qui puissent faire leur propre déclaration pour dire nous on table sur telle prévision de croissance, de budget, de déficit pour l'année à venir. L'idée est intéressante. Bon là, clairement on voit l'idée de il aimerait bien un petit strimpontin supplémentaire dans sa besace, monsieur Moscovici, mais l'idée est intéressante parce que ça éviterait voilà, d'avoir un Bruno Le Maire qui dit mais absolument n'importe quoi. Spoiler, on va en parler. Hein, et au moins d'avoir un chiffre qui puisse non seulement être vérifié, être justifié, mais qui en plus finalement puisse être proche de la réalité telle qu'elle serait prévue par le projet de loi de finances. Voilà, donc en fait on aurait plein de choses prévues. Enfin, plein de choses de bien qui seraient bien. Dis-moi, on aurait plus de sincérité, c'est le mot qu'on entend beaucoup, dans les prévisions budgétaires. Connerie de compte-rendu de réunion, ça me donne faim sa mère. Qu'est-ce à dire, Kimi? Trop optimiste, c'est souvent le verdict, car, a souligné M. Moscovici mercredi devant le Sénat, la prévision, et pas la provision, résulte souvent d'une espèce de jeu de ping-pong entre l'administration et le politique. Cela a été le cas pour la prévision de croissance 2024, prévue à 1,4% et qui devrait se terminer à 1,1%, ou pour les recettes, évaluées initialement à 41,5 milliards d'euros, supérieures à ce qu'elles seront en réalité. Vous voyez, hein, on fait 0,3% de différence sur la croissance et ça fait 41 milliards d'euros qui partent en fumée. D'où l'idée de confier ça à des gens qui sont un minimum capables. Notre machine à prévoir les recettes est en partie cassée, a constaté M. Moscovici devant la commission des affaires sociales du Sénat. Je sors du réunion, je fais le compte-rendu et ça me donne faim. Ah d'accord. Une commission d'enquête à l'Assemblée nationale va devoir déterminer comment un déficit public 2024, annoncé en décembre dernier à 4,4% du PIB, va finalement se retrouver à 6,1%. Voyez, de 1,4 à 1,1, on perd 41,5 milliards d'euros de recettes. Donc un déficit public de 4,4 qui passe à 6,1. Je vous laisse imaginer la quantité de dépenses supplémentaires que cela, enfin d'endettement que cela provoque. Il faudra comprendre ce qu'il s'est passé, a observé M. Moscovici. Non pas pour faire je ne sais quel procès en responsabilité, mais pour éviter que les erreurs constatées ne se reproduisent. Alors, on peut tenir les procès en responsabilité, si, on a le droit, hein, c'est aussi le rôle de l'Assemblée nationale, hein, que les personnes qui fassent des conneries soient responsables de leurs actions, mais aussi pour éviter voilà, de reproduire les mêmes erreurs. Voilà, je ne partage pas tout à fait son même bilan à Pierre Moscovici. Mais bon, forcément, lui aussi, il a un mandat, donc je peux comprendre que l'idée qu'on vienne lui chercher des poux, ça
ça l'enchante pas des masses. Mais pour moi, je suis partisan d'un monde où quand on merde comme ça, parce que c'est clairement le mot, eh ben on a le droit d'être tenu pour responsable des décisions qu'on a prises et donc des sanctions prises en circonstance. Voilà. Pour l'instant, il y a encore un peu de mystère, un peu de boîte noire sur les mécanismes ayant abouti à ce résultat selon lui. Mais quand on les connaîtra, il faudra réfléchir aux solutions, a lancé l'ancien ministre des Finances de François Hollande, puis commissaire européen aux affaires économiques. C'est vrai, Moscovici a été commissaire européen, tiens, je l'ai raté celle-là. Son idée, qui n'avait jamais été évoquée en public, parce que ça ne correspond pas à notre culture administrative, serait radicale. Il s'agit de sortir de notre culture purement administrative et de soustraire l'exercice de prévision à l'administration pour le confier à une institution indépendante. Par exemple, le HCFP, a-t-il ajouté. Par exemple, à tout hasard. Pour lui, l'idée n'est pas totalement baroque, puisque cela se fait ailleurs. C'est le cas au Royaume-Uni, où la prévision est confiée à l'Office for Budget Responsibility, a-t-il fait valoir. La Direction générale du Trésor, chargée d'élaborer les prévisions macroéconomiques du gouvernement, avait reconnu fin août, dans une note, que la succession de crises en 2020-2023, Covid-19 et inflation, avait pu fragiliser la performance des modèles de prévision de la croissance française à court terme. Le ministre de l'économie, Antoine Armand, dont les services n'avaient pas réagi mercredi après-midi à la suggestion de M. Moscovici, a déjà promis pour sa part de réunir dans les prochains jours un comité scientifique chargé d'évaluer ces modèles et pourquoi ils ont failli. Faut que je boive. M. Moscovici attend de pied ferme sa probable audition par la commission d'enquête de l'Assemblée pour élaborer un peu plus la suggestion qu'il a commencé à instiller mercredi. À partir de jeudi... Ah mais ça spoil! Les anciens locataires de Bercy, Bruno Le Maire, aux finances, actuellement sortis de la vie politique, si on pouvait le sortir tout court, et Thomas Cazenave, au compte public, redevenu député, seront déjà questionnés par le Sénat sur le dérapage des finances publiques. Le Sénat réactive ainsi une mission d'information lancée en mars dernier. Les deux anciens premiers ministres, Elisabeth Borne et Gabriel Attal, eux aussi députés désormais, répondront à leur tour au Sénat dans les jours suivants. Monsieur Moscovici donne rendez-vous au début du printemps pour proposer des solutions. Cela correspond à peu près à la remise des résultats de la commission d'enquête de l'Assemblée et à la publication par la Cour des comptes du rapport sur l'exécution de la loi de finances 2024 qui devrait être sévère. Donc voilà un petit peu la take de Pierre Moscovici, que je soutiens en partie. Je suis pour que le calcul soit soumis à une entité indépendante qui réunisse des experts des prévisions et des calculs économiques, qui fassent des prévisions. Et j'ai même envie de dire une fourchette de prévisions. On n'est pas obligé de dire la croissance sera 1,1%. On peut dire elle sera entre 1% et 1,2%. Comme ça, en fait, on table sur, pourquoi pas, une politique qui serait plus généreuse ou moins généreuse, mais on reste dans la fourchette de ce qui serait globalement exécuté. Pareil pour le déficit, de dire un déficit aux alentours de 6%, voilà, ce genre de choses. Mais au moins, qui soit dans les mains d'une institution indépendante et qui ne soit plus, en fait, une variable d'ajustement et un argument politique dont se sert le gouvernement pour asseoir sa politique. Parce que finalement, quand les indicateurs soi-disant allaient très bien, ça légitimait toutes les politiques. Or, maintenant que les indicateurs se cassent la gueule, eh ben, il serait hors de question de mettre ça sur le compte des décisions politiques qui ont été prises. Pensez bien, hein, c'est uniquement la conjoncture structurelle qui vaut ça. Voilà. Donc pour moi, cette logique d'indépendance permettrait aussi de pouvoir avoir une logique de contrôle et de réciprocité vis-à-vis du gouvernement par rapport à l'Assemblée nationale. Donc c'est dans cette idée-là que je souscris à l'idée d'une entité indépendante qui fasse des calculs budgétaires et qui servent de base pour les prévisions de budget pour le gouvernement. Ok, toc. Voilà. Jeudi maintenant, on a appris que François Hollande s'est réveillé
et qu'il défie la direction du PS. L'ancien président de la République s'oppose au principe d'une candidature unique à gauche en 2027, pourtant défendu par Olivier Faure. Il réclame un changement de premier secrétaire pour s'affranchir de LFI et refonder la gauche réformiste. Dis donc, il y va pas par quatre chemins, hein, François. Hein. Dans la vieille maison socialiste, à l'équilibre toujours précaire, on se méfie des électrons libres aux ambitions encombrantes, surtout quand il s'agit d'un ancien président de la République. De retour sur les bancs de l'Assemblée nationale, François Hollande trace son propre sillon, quitte à s'éloigner des positions de la direction de son parti et à agacer certains de ses camarades. Alors qu'Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, défend contre vents et marées le principe d'une candidature commune à la gauche en 2027, l'ex-locataire de l'Élysée ne veut pas en entendre parler. Ce grand parti socialiste, qui doit émerger dans quelques mois, doit avoir un candidat à l'élection présidentielle. Il n'y a pas de candidat unique de la gauche, a déclaré lundi François Hollande sur BFM TV, appelant à nouveau à un congrès du PS pour changer la direction du parti et faire de la gauche réformiste l'alternative en 2027. Refus de voir la réalité en face. De quoi s'attirer les foudres des troupes du premier secrétaire que les interventions de l'ancien président excèdent selon un cadre du PS. François, le peuple de gauche ne te suivra pas, a par exemple répondu sur X la députée européenne et présidente des Jeunes socialistes Emma Rafovitz, je pense que c'est comme ça qu'on dit, affirmant appartenir à toute une génération autour d'Olivier Faure, favorable à l'union, qui ne laissera pas François Hollande ou Jean-Luc Mélenchon nous faire perdre à nouveau. La direction du PS s'est d'ailleurs targuée mardi de 10 000 personnes qui ont rejoint le PS ces derniers mois. L'argument massu du premier secrétaire pour démontrer que son engagement en faveur de l'union est largement partagé par la base militante. C'est comme un refus de voir la réalité en face, rétorque François Hollande. Jean-Luc Mélenchon est d'ores et déjà déclaré et sa demande de destitution de Macron le confirme. Et LFI le présentera comme seul candidat unique possible, analyse le député de Corrèze auprès des Échos. Dès lors, le PS et ses éventuels alliés doivent préparer une candidature de la gauche réformiste, pense l'ancien président. Malgré les vitupérations des foristes, certains socialistes partagent l'analyse de François Hollande, à l'instar du sénateur du Val d'Oise, Rachid Temal, qui juge que l'union n'est pas la condition sine qua non d'une victoire de la gauche au présidentiel, bien au contraire en 81, 88 et 2012. Effectivement, ça c'est l'argument qu'on entend à chaque fois pour contrecarrer l'idée d'une union. En fait, il y a deux camps possibles. Soit on dit on est en faveur de l'union, comme ça va additionner les pourcentages des voix et donc on a plus de chances d'être au second tour. Et de l'autre côté, il y en a qui disent bah oui, mais on n'a pas besoin en fait d'additionner les voix pour être au second tour. En 81, 88 et 2012, on l'a fait tout seul, on n'a pas besoin de vous et on y arrivera très bien. Moi aussi, je vais allumer la lumière parce que heureusement que j'ai la luminosité des écrans qui fait jour parce que sinon, ouais, la lumino, elle est terrible, hein, dehors. Le viager d'Olivier Faure. En marge des rentrées social-démocrates fin septembre, un grand élu local de gauche distinguait deux lignes qui se dégagent du PS. La première, c'est celle d'Olivier Faure, alignée sur Mélenchon, consisterait en une stratégie de viager. Attendre que le patron des Insoumis s'efface avant 2027, mais ça peut s'arrêter en 2032 ou en 2037 pour prendre sa suite. La seconde, celle de nombreux sociodémocrates et de François Hollande, que l'élu préconisait également, vise à mettre le PS en position centrale et à lui agréger des forces d'appoint en vue de 2027. Il y a 2 semaines déjà, l'interview de François Hollande au trimestriel L'Hémicycle avait fait grincer des dents au PS. Je ne suis pas indifférent à 2027, annonçait-il, formalisant des ambitions dont il ne faisait pas grand secret. François Hollande n'a jamais arrêté d'être candidat à la présidentielle, raillait en retour Olivier Faure dans l'opinion, égratignant dans le même temps le bilan de son quinquennat. François Hollande, c'est celui qui a le plus envie de 2027, observe aussi un ancien ministre macroniste. Il réfléchit en termes d'organisation en 2 temps. D'abord on bute fort, puis on met quelqu'un d'autre à la tête du parti et on organise cet espace, explique sèchement l'ancien élu.
François Hollande a en tête un chemin mitterrandien, analyse-t-il. On fait Épinay, puis on propose un programme commun qu'on domine. Voilà un petit peu donc l'agenda de François Hollande qui veut reprendre la main sur le Parti Socialiste après en avoir été finalement le premier secrétaire. Alors j'imagine qu'il ne souhaite pas être premier secrétaire, mais certainement candidat à l'élection présidentielle de 2027 au nom de la gauche social-démocrate. Mais clairement le but c'est de faire comme Mitterrand lors du congrès d'Épinay, c'est-à-dire avoir finalement une grande ligne unique de la gauche autour de laquelle tout le monde se structure et qui impose la candidature de François Mitterrand et qui est élu alors j'allais dire élu au premier tour, non, qui passe au second tour sans avoir à faire de coalition avec n'importe quel autre parti de gauche autour de lui. Donc voilà, on voit clairement que François Hollande se rêve en nouveau Mitterrand, hein, voilà. Mais il n'y a que le futur qui verra si cela se réalise, et donc c'est pour ça que François Hollande appelle au congrès du PS le plus tôt possible pour voir si justement il est possible de démettre Olivier Faure et de reprendre la main sur le Parti Socialiste. Voilà un petit peu pour la news du côté du PS qui était en date 7 novembre, on était quand? J'ai perdu moi. 7 novembre, jeudi. Il me semble qu'on passe à vendredi. Perdu, on est toujours à jeudi. Ah bah oui. Eh oui. On va parler de Bruno Renflement-Brun, hein, notre cher Bruno International. Et là vous allez voir, ça va être lunaire. Quand je vous disais qu'on peut tenir un procès en responsabilité, on aurait quand même le droit de le tenir. Bruno Le Maire, il a été auditionné par le Sénat sur la tenue des comptes publics et sur le dérapage des comptes publics. Sa réaction va vous étonner. Audition de Bruno Le Maire sur le déficit public. L'amnésie est confondante quand elle est poussée à ce point, pense le rapporteur. À la sortie de l'audition de Bruno Le Maire par la mission d'information du Sénat sur le dérapage du déficit public, le rapporteur général Jean-François Husson, membre des LR, a estimé qu'il n'était ni acceptable ni entendable de la part de l'ancien ministre d'affirmer que le déficit à 6,1%, je cite, « accrochez-vous », était la seule responsabilité du nouveau gouvernement. Alors déjà, voilà. C'est quand même sacrément culotté de la part de Bruno Le Maire. Et vous allez voir, c'est la base du gâteau à la merde que Bruno nous a préparé. Préparez-vous, c'est juste le moule. Voilà, c'est la pâte. Et là maintenant, on va mettre la ganache. Attendez-vous au pire. Ouh, c'est cryptique, on va zoomer. C'est le début d'une reconnaissance, enfin, d'une part de responsabilité de Bruno Le Maire dans la situation actuelle de nos finances publiques très dégradées. C'est avec ces précautions que le rapporteur général Jean-François Husson a commenté la longue audition de l'ancien ministre de l'économie et des finances devant la mission d'information du Sénat sur le dérapage du déficit public. Et nos culs sur la commode à l'autre là. Attends, je te jure, accroche-toi Kimi, parce que ça va devenir bizarre. Le Sénat n'a d'ailleurs pas manqué de rappeler que lors des 7 dernières années, le ministre n'avait pas été très aimable et assez peu présent au Sénat. Bon, ça c'est un petit ouin-ouin du Sénat, mais ils ont le droit, hein, ils ont un rôle de contrôle du gouvernement, donc ils ont le droit de critiquer ça. Surtout quand lui vient faire sa précieuse derrière. Hein. C'est pourquoi l'élu mesure aujourd'hui le progrès qui est fait. Lors de ces 2h30 d'audition, eh ben nom de Dieu, ça va être la durée du live. Bruno Le Maire a souvent reconnu que le Sénat avait vu juste, avait interpellé et proposé. Alors ça m'étonne quand même, reconnaît l'élu, soulignant que le gouvernement n'avait jamais tenu compte de ce que le Sénat a proposé. Voilà pour le satisfecit. Pour le reste, Jean-François Husson a estimé qu'il n'était ni acceptable ni entendable de l'ancien ministre d'affirmer que le déficit à 6,1% était de la seule responsabilité du nouveau gouvernement. C'est méprisant, car tout ça n'est que la résultante de ce qui n'a pas été fait auparavant. Il part le 21 septembre, et dès le 22 septembre, c'est la faute de ceux qui vont arriver. C'est une triste plaisanterie, a-t-il pensé. C'est vraiment, enfin c'est ridicule. Hein.
Le rapporteur rappelle, en outre, que Bruno Le Maire disposait d'une note de ses services en septembre 2024, lui indiquant que le déficit pouvait atteindre 6,3%. L'oubli est l'ennemi de la démocratie, mais l'amnésie est parfois confondante quand elle est poussée à ce point à tacler le sénateur. Bah oui, parce que je vous la donne en mille, Bruno Le Maire, il a joué la carte de l'amnésie. Oh, je me souviens pas de ce rapport. Oh, bah non, mais il avait dû être glissé entre deux documents. Ah là là, c'est triste d'en arriver là, voilà. Donc j'imagine même pas comment. Bah, je le regarderai peut-être, tiens, moi de mon côté, l'audition du Sénat pour. Tiens, coucou Bazar des Faits, bienvenue. On parle de Bruno Le Maire. Bruno Le Maire qui a menti et qui a fait l'amnésique, voilà. Bruno Le Maire qui se croit dans un jeu de rôle, voilà. Hein, petite référence. Voilà, et qui est en train de, de faire. Enfin, qui a fait n'importe quoi au Sénat. Aubin Fichtre, je l'avais oublié dans mon renflement brun. Quelle malencontreuse coïncidence. Ouais, voilà, c'est ça, on en est là. Et quant à l'argument de Bruno Le Maire, mettant avant une étanchéité, bonjour saumon sacré, bienvenue sur ce stream de l'agenda politique. Voilà, je suis content, il y a des gens qui arrivent, je suis très heureux. On est en train de voir un petit peu les news de la semaine dernière, voilà, du 4 novembre au 10 novembre. Donc on a vu pêle-mêle, on a parlé de fret SNCF, des licenciements et des plans sociaux qui se multiplient, de la situation de la victoire de Donald Trump aux élections américaines et du fait qu'il va avoir pratiquement tout ce qu'il veut pour appliquer sa politique, de la fin de la coalition en Allemagne, du budget 2025 et de François Hollande qui revient. Ah bah oui, du coup, Bazar des Faits, t'as raté François Hollande. Ah, je suis sûr que t'aurais explosé. Faudra regarder la rediff, hein. C'est quoi le concept d'un agenda politique? En fait, c'est tout simplement, en début de semaine, on revient sur les actualités politiques marquantes de la semaine qui vient de se terminer pour donner du sens à l'information. Et donc, on revoit voilà, ces actualités politiques-là. Donc, c'était un petit peu justement la liste des articles dont je faisais le cumul jusque-là. En fait, on voit du lundi 4 novembre, pour le coup pour cette semaine, hein, du lundi 4 novembre au dimanche 10 novembre, ce qu'il s'est passé, les informations politiques majeures, pour les remettre un petit peu dans la tête, pour leur redonner de la consistance, puisqu'en fait on est dans une ère où en fait on est noyé sous les informations, et donc ça permet de se souvenir, voilà, de se dire ah c'est vrai qu'il s'est passé ça, ah oui c'est vrai qu'il y a ça, et donc ça permet de tisser des fils rouges puisque certains sujets reviennent un petit peu d'agenda en agenda. Donc du coup voilà, on a parlé de différents sujets, de politique française, de budget, on a parlé de politique européenne, on y reviendra d'ailleurs en politique européenne, de politique internationale, mais aussi de sujets divers et variés. Voilà, donc si tu as des questions, ou si vous avez des questions, hein, j'en profite pour le dire, faut pas hésiter à les poser, mon but c'est de faire de la pédagogie, donc s'il y a des termes que vous avez du mal à comprendre ou qu'il faut que je fasse des explications sur tel ou tel aspect, faut pas hésiter à demander, le but c'est que je puisse répondre à toutes vos questions que vous posez. J'en profite, vu qu'on est en train de faire un petit laïus pour YouTube, ça vaut aussi pour toi YouTube, je lis les commentaires sur YouTube et j'y réponds, donc si tu as des questions ou des remarques sur ce qui a été fait dans le cadre de cet agenda politique, si tu as quelque chose que tu n'as pas compris ou que tu aimerais avoir plus d'explications, n'hésite pas à poser ta question en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Ça marche saumon, et bah du coup nous on va reprendre avec Bruno Le Maire qui est absolument confondant de débilité. Donc qui disait que voilà, il avait plaidé l'amnésie, voilà. Et quant à l'argument de Bruno Le Maire mettant en avant une étanchéité totale entre le travail des services sur les recettes et de son cabinet, il n'a pas convaincu non plus la mission. Est-ce de la débilité? Bah, est-ce à nous de le juger? Est-ce que c'est pas une cour de justice de juger si c'est de la débilité ou pas? Voilà, je pose la question. Dans toute collectivité et au plus haut niveau de l'État, il y a une administration et le politique arbitre. Le fait de se défausser en disant qu'il y a moins de recettes, ce n'est pas uniquement une fausse technique ou une erreur de prévision. Jamais le gouvernement n'a arbitré pour réduire le niveau d'un certain nombre de dépenses publiques. Alors voilà, Jean-François Husson, il remet l'église au centre du village.
En vrai, on se demande s'ils sont juste cons ou si c'est de l'ostensible foutage de gueule. Je pense systématiquement vers l'option 2. Bah, à ton avis, pourquoi est-ce qu'il s'est barré en Suisse maintenant, Bruno Le Maire, hein? Il y a bien une raison à ça. Enfin bref, voilà. Mais c'est quand même confondant d'inaptitude politique, j'ai envie de dire, hein. Surtout pour son argument principal qu'il a dit lors de la commission, qui était de dire « Non mais c'est la faute du nouveau gouvernement ». Et j'aime beaucoup, hein. Voilà. Il part le 21 septembre, et dès le 22 septembre, c'est la faute de ceux qui vont arriver. C'est ça, ils sont même pas nommés, mais c'est la faute de ceux qui vont arriver. Voilà. Alors que, on le rappelle, Bruno Le Maire, il a été ministre des Finances sans discontinuer entre 2017 et 2022. Et qu'avant lui, c'était Emmanuel Macron qui était ministre de l'économie et des finances. Voilà. Est-ce qu'on nous prendrait pas un peu pour des jambons? Sauf pour les véganes. Auquel cas, les véganes, est-ce qu'on vous prendrait pas pour un... Je sais pas, est-ce qu'on vous prendrait pas pour du soja? Voilà. Ou autre chose. Voilà. Choisissez ce que vous voulez en fonction de votre régime alimentaire. Voilà. Pour une tablette Seita. C'est quoi une tablette Seita? Seitan? C'est quoi une tablette Seitan? Là, je sais pas ce que c'est une tablette Seitan. Attendez, je vais faire une recherche. Moi aussi, hein, des fois, j'ai pas toutes les réponses à mes questions, donc... Ah, d'accord, c'est un truc qui se mange. Ok. Seitan haché. D'accord, ok. Blague par rapport au régime vegan. Et ben voilà. Et ben, une tablette Seitan, voilà. Ou du soja. Voilà, c'est dit. Donc voilà, Bruno Le Maire qui vient fanfaronner devant le Sénat. Mais n'empêche qu'il repart quand même libre de toute inculpation. Hein. Il y aurait que moi, je l'aurais envoyé devant une cour de justice. Hein, parce qu'à ce niveau-là, c'est criminel. Seitan se prononce Ah oui, mais Seitan, Seitan, c'est un substitut à certaines viandes végé. C'est super bon quand c'est fait maison. Ok. Très intéressant. Vous voyez, je me cultive, moi aussi. J'apprends des choses. Bon. Qui c'est qui tape, là? Est-ce que ça s'entend? Est-ce que vous entendez taper? Là, ça tape dehors. Non, vous l'entendez pas, le micro le capte pas. Substitue certaines viandes tout court. D'accord, ok. Mais ça tape. Mais c'est quoi ce bruit? Mais qui tape sur quoi pour obtenir un tel bruit? Au secours. Oh là là. Il se passe des choses. Hein. Ça fait clong-clong dehors, mais ça clong-clong tellement fort. J'ai l'impression que c'est très loin, et en même temps, je l'entends comme si c'était en bas de chez moi, quoi. Bref. Reprenons notre agenda politique, si vous le voulez bien. On va passer à l'article suivant. On va passer à samedi, il me semble. Non, vendredi. Oh, excusez-moi. Ah oui, j'aurais pas de news pour samedi. Je croyais que c'était la musique, ce clong-clong. Donc ça s'est entendu. Merde. Bon, voilà. Ma voix va essayer de meubler par-dessus. Ah, ça s'est arrêté. Nous avons appris samedi deux informations... Non, vendredi. Bon Dieu, je vais y arriver. 2 informations concernant la fonction publique. On a appris que le projet de fusion des catégories de fonctionnaires était abandonné, mais que de l'autre côté, le gel du point d'indice était confirmé. Tout cela via les mots de Guillaume Kasbarian, ministre de la fonction publique, qui a annoncé donc vendredi ces deux mesures pour l'année 2025. Au lendemain d'une réunion tendue avec les syndicats, Guillaume Kasbarian, ministre de la fonction publique, a annoncé vendredi sur RMC l'abandon du projet de fusion des catégories de fonctionnaires présenté la veille. Répartis en catégories A, B et C, ce système permet de classer les carrières des 5,7 millions d'agents publics selon leur niveau de diplôme. Et pas seulement, mais c'est en partie l'un des éléments caractéristiques. Cette mesure phare du projet de réforme porté par le prédécesseur de l'actuel ministre, Stanislas Guerini, devait être présentée à l'automne, avant que la dissolution de l'Assemblée nationale n'y mette un terme. C'est vrai, j'en ai absolument pas entendu parler. Alors que pourtant j'étais quand même assez calé sur les projets des différents gouvernements, mais alors celle-là, je l'ai complètement... je l'ai complètement raté, celle-là.
La catégorie C, la moins bien rémunérée, est accessible sans diplôme, avec un CAP, un BEP ou un brevet des collèges, la catégorie B avec un baccalauréat et la catégorie A avec un niveau Bac+2 ou Bac+3, selon les branches de la fonction publique. Mais de nombreux agents sont aujourd'hui trop diplômés par rapport à la catégorie dans laquelle ils exercent. Tout à fait, moi je peux le dire à mon niveau, j'ai été fonctionnaire contractuel pendant quelques années, j'étais titulaire d'un Bac+5 et pourtant j'étais catégorie C. Donc effectivement, on peut dire considéré comme surclassé par rapport à la catégorie de fonction publique que j'ai occupée. En revanche, le gel du point d'indice a été confirmé en 2024. Par ailleurs, Guillaume Kasbarian a confirmé le gel de la valeur du point d'indice en 2024, le mécanisme qui sert à calculer le salaire de base des fonctionnaires. Mais si t'es contractuel, t'es pas fonctionnaire justement. Ah si, parce qu'il y a les fonctionnaires titulaires qui occupent un grade, et voilà, et les contractuels, mais les contractuels occupent, qui occupent un grade sur une fonction, sur une temporalité spécifique. Et moi j'étais contractuel de catégorie C. Si, c'était bien marqué sur mon bulletin de traitement, sur mon contrat de fonction publique, c'était bien marqué que j'occupais un équivalent de catégorie C. Mais t'as pas le statut de fonctionnaire, juste agent public, non. Effectivement, en fait, j'ai le statut d'agent public contractuel, mais pas fonctionnaire. Et donc, souvent, on dit fonctionnaire contractuel. Mais je n'avais pas de concours de la fonction publique, puisque c'est le prérequis qu'il faut pour pouvoir avoir un poste de fonctionnaire. Le contexte budgétaire ne nous permet pas cette année d'augmenter le point d'indice. Il ne nous permet pas non plus d'augmenter et de verser la prime JPA, a-t-il déclaré sur RMC, en référence à la garantie individuelle du pouvoir d'achat, une somme destinée à compenser l'inflation. Alors, qu'est-ce que c'est que le point d'indice? Parce que j'ai pas l'impression qu'ils en parlent. Oui, l'équivalent, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que le point d'indice? En fait, c'est un quotient qui sert au calcul du traitement, du traitement des fonctionnaires, c'est-à-dire ce qu'on gagne à la fin sur le bulletin de paie à la fin du mois. Le point d'indice, c'est un point qui est multiplié en fonction du nombre enfin qui correspond en fait en fonction des postes à un nombre de points, et en fait il est multiplié selon un quotient spécifique. Un point vaut un certain nombre d'euros. Et en fait, on multiplie ça par le poste qu'on occupe, qui veut dire qu'en fait, on équivaut à tant de points d'indice. Et en fait, on obtient globalement notre traitement de base hors régime indemnitaire. J'ai failli faire ça, bosser dans le public via concours, via recrutement contractuel RQTH. Ah, d'accord. Ah oui, non, moi je suis rentré par une porte dérobée, on va dire, justement par voie contractuelle. Et le but, tiens, et ça fera le lien avec les actualités qu'on a vues. Le but, c'était que je passe les concours, et finalement, en fait, j'ai été victime d'un plan social qui fait que ma carrière s'est terminée assez rapidement en 2020, au sortir de la crise sanitaire. Au sortir du premier confinement, en fait, voilà, j'ai subi un plan social qui a fait que mon emploi a été mis sur la sellette. Donc tout ça pour dire que voilà, des plans sociaux arrivent de nouveau, et je suis solidaire avec tous ceux qui sont actuellement menacés par un plan social, et je serai solidaire avec tous ceux qui seront concernés dans l'année 2025 par un plan social. Donc disais-je, le point d'indice, en fait, on le multiplie en fonction du grade qu'on a dans la fonction publique et on obtient notre traitement de base. Donc geler le point d'indice, c'est en fait ne pas augmenter le salaire, le traitement des fonctionnaires. Et donc c'est même pire que ça parce qu'il y a l'inflation derrière. Donc c'est faire perdre du pouvoir d'achat aux fonctionnaires. Ça n'a pas vraiment d'incidence quand on est de catégorie A et qu'on occupe donc les rémunérations les plus élevées de la fonction publique, mais quand on est en catégorie C, c'est-à-dire juste en dessous du SMIC, quand on n'a pas le régime indemnitaire, eh ben ça compte énormément. Surtout que du coup, voilà, on n'augmente pas non plus la JPA, donc la garantie individuelle du pouvoir d'achat. C'est une somme qu'on met des fois au bout justement pour compenser l'inflation pour les catégories C les moins classées.
Ah ça, quand t'es tout en bas, tu manges en premier. Ouais, c'est pour ça que je suis toujours compatissant envers les opprimés. À l'issue de la réunion avec le ministre, 2 des principales organisations syndicales ont appelé à la grève. Il me semble que c'est... Ah bah tiens, une intersyndicale doit se tenir mardi prochain, donc aujourd'hui. Plusieurs syndicats évoquent la possibilité d'une mobilisation début décembre. Ah, je croyais qu'il y avait un appel à la grève là des fonctionnaires cette semaine. Attendez, j'irai regarder ça après. Le gouvernement entend faire 5 milliards d'euros d'économies dans la fonction publique dans le cadre du budget actuellement débattu à l'Assemblée nationale. Guillaume Kasbarian avait défendu les 2 mesures sur l'allongement du délai de carence et la réduction de l'indemnisation des congés maladie par sa volonté d'un alignement entre secteur public et privé. Voilà. Donc voilà, on en est actuellement pour la situation des fonctionnaires qui voient donc leur point d'indice gelé, mais derrière il n'y a pas de suppression de catégorie de fonctionnaires. Alors... Voyons voir s'il y a une grève cette semaine dans la fonction publique. Préavis de grève sur la période du 18 novembre au 31 décembre 2024. D'accord, ok. Ouais, c'est un préavis. Donc ça, c'est déposé par la CGT. Donc c'est un appel à la grève. Pour l'instant, il n'y a pas encore de jours de prévu. Bah, j'imagine qu'ils doivent être en intersyndicale là, actuellement pour décider quel jour ce sera. Donc voilà, mais on va voir ce que ça va donner. En tout cas, à partir du 18 novembre, ça peut péter. Voilà. Donc à partir de lundi prochain, concrètement, et jusqu'à la fin de l'année. Voilà donc où on en est du point de vue de la fonction publique. Et on va terminer l'agenda politique avec une news qui date de samedi ou dimanche ? Samedi, voilà. On va faire un petit Eurozapping où on apprend qu'en Autriche, des étudiants juifs bloquent l'accès au président du Conseil national pour la commémoration de la Nuit de Cristal. Alors je pourrais diffuser la vidéo, mais j'ai peur de me faire strike, donc je vais pas le faire. Alors, en Autriche, la tension monte entre les juifs et l'extrême droite. Devant le mémorial de la Shoah de Vienne, tous les partisans étaient invités pour l'anniversaire des pogroms de 1938, sauf le président du Parlement, membre de l'extrême droite FPO. Il nous est impossible de commémorer les victimes avec une telle personne, déclare Oskar Deutsch, président de la communauté juive. Walter Rosenkranz, président du Conseil national d'Autriche et membre du FPO, s'est ainsi rendu sur la place des Juifs afin d'y déposer une gerbe, mais les étudiants juifs l'en ont empêché. Voilà, donc la situation est assez vénère en Autriche. Nouveau transfert de migrants entre l'Italie et l'Albanie. En Italie, un nouveau transfert de migrants... Hein ? C'est moi où cette phrase n'a pas de verbe et donc n'a pas de sens. En Italie, un nouveau transfert de migrants en Albanie. C'est moi où ça manque un petit peu de sens. Ça fait un petit peu titre, voilà, mais ça fait pas début de phrase. Sur le bateau militaire italien, 8 migrants secourus dans les eaux internationales au large de Lampedusa ont accosté dans le port albanais de Schengen. Pour la seconde fois, l'Italie essaye de transférer ces migrants dans un centre chargé d'examiner leur demande d'asile. Il y a un mois, les migrants arrivés ici avaient été expatriés en Italie par décision de justice. En Grande-Bretagne, les injections amaigrissantes font une première victime. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la nuit de cristal ? En fait, je crois qu'ils ont fait trois trucs différents. Bref, voilà. En tout cas, en Autriche, la situation est électrique et la population s'organise pour empêcher l'extrême droite d'essayer de se normaliser plus encore. Mais du coup, ah bah oui, c'est vrai que l'extrême droite est arrivée en tête aux élections législatives en Autriche, oui, parce que j'allais dire, du coup, le président du Parlement est membre de l'extrême droite. Bah oui, en fait, puisqu'ils sont arrivés en tête. Donc voilà un petit peu pour l'agenda politique, plein de choses finalement qu'on a pu se dire, hein, voilà, des news
des news en voulez-vous, en voilà. Je suis content, on a fait plus court que d'habitude, mais en même temps c'est en vertu du nouveau format que j'ai voulu un petit peu mettre en place, puisque là oui on est à 1h45 de VOD, YouTube va être content, hein, ça lui fait pas 3 heures de VOD, mais je vais continuer un petit peu, hein, là, c'est pas encore terminé l'agenda politique. Pour cet agenda, et là je vais avoir besoin de vos retours, à la fois Twitch et YouTube, j'aimerais bien voir un petit peu ce qu'il en est. Pour cet agenda, j'ai changé un petit peu mon fusil d'épaule. Je m'explique. D'ordinaire, je fais toujours donc mes news sur la semaine qui vient de se terminer, mais j'ai toujours j'ai deux façons de procéder, deux prismes par lesquels ordonner les articles que je choisis. J'ai le prisme de la thématique, c'est-à-dire réunir tous les articles qui traitent de la même thématique, et puis de jongler un petit peu entre les jours de la semaine, quitte donc à ne plus être chronologique, mais à être thématique. Et donc de l'autre côté, j'ai l'approche chronologique, telle que je viens de le faire aujourd'hui. Et je suis curieux de savoir, pour vous, quelle approche vous convient le mieux. Est-ce que c'est plus l'approche thématique? Est-ce qu'on traite un sujet en long, en large et en travers via plusieurs articles? Ou bien, et on change comme ça de thématique, ou bien est-ce qu'on reste enfin, est-ce qu'on reste, sachant que c'était pas ça à la base, est-ce qu'on maintient une approche chronologique, c'est-à-dire qu'on commence par les news du lundi dernier, et puis on va mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, jusqu'au dimanche, et comme ça, on change, on passe un petit peu du coq à l'âne, mais au moins on a une approche plus chronologique, que je pourrais même baliser en plus via mon rendu de stream pour expliquer un petit peu où est-ce qu'on en est dans la semaine. Voilà, je pourrais faire ça, alors ça me prendrait un petit peu de temps, mais je pourrais le faire. Je suis curieux de savoir, voilà, selon vous, c'est vrai qu'agenda peut avoir les deux sens. Et oui, et je me rends compte qu'en fait, depuis le début, je fais les deux. Il y a des agendas où je fais des thématiques, et il y a des agendas où je fais du chronologique. Et donc, du coup, je suis curieux de savoir, vous, ce que vous en pensez. Est-ce qu'on maintient enfin, est-ce qu'on met en place une approche chronologique? Est-ce qu'on en met une thématique? Voilà. Je suis curieux d'avoir vos retours là-dessus. Alors ça ne veut pas dire que si on vote, on aura forcément ce type de format-là ad vitam aeternam jusqu'à ce que je perde mes dents sur Twitch. Voilà. Mais au moins ça veut dire que je sais un petit peu vous ce qui vous intéresse, ce qui vous rassure et ce qui vous donne du sens. Parce que c'est surtout ça que je veux, c'est de donner du sens à l'information. Moi je veux des reacts. Comment ça des reacts? Je veux bien que tu définisses React. Et YouTube, n'hésite pas à me dire pareil si tu veux plus, d'approche thématique ou chronologique. N'hésite pas à le dire. À des vidéos. Ah, un petit peu comme on avait fait il y a 3 semaines là avec Yael Brown-Pivet. C'est à ça que tu fais référence, Bazar des Faits? Peut-être j'y étais pas. Ah, bon, c'est peut-être ça alors, puisqu'à ce moment-là, oui, on m'avait envoyé une vidéo là-dessus et j'étais tombé tellement de haut à ce moment-là. C'était ouf. Eh ben, j'ai envie de dire, si vous avez des vidéos de contenu politique qui ont marqué l'actualité, que vous souhaitez que je réagisse, envoyez-les moi, que ce soit par message privé, alors sur les différents réseaux. Oui, c'était le clip de Yael Braun-Pivet. Oui, c'est ça, voilà. Où elle disait la photo de l'année. C'est ça, la photo, le journalisme où je suis. Mais alors, j'ai perdu des années d'espérance de vie tellement je me suis effondré, quoi. Mais voilà, comme ça, je donne le topo pour YouTube et pour Twitch. Si vous avez des vidéos sur lesquelles vous voulez me voir réagir, sur lesquelles vous voulez que je sois dépité, énervé, enragé, enjaillé, enfin tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à me les envoyer. Comme ça, je pourrais les inclure dans l'agenda politique. Le seul critère que je vous demande, c'est que ce soit dans le cadre temporel de l'agenda politique, c'est-à-dire de la semaine à chaque fois qui se termine. Donc mettons, là on est le 12, on l'a fait le mardi 12. Donc on a fait des articles qui vont du lundi 4 au dimanche 10.
Pour l'agenda politique de la semaine prochaine, qui normalement sera le 18 décembre, envoyez-moi des vidéos entre le 11 et le 17 novembre, s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez me voir réact, et je pourrais les mettre. Moi de mon côté, je m'engage à garder ça dans un coin et à pas les regarder, comme ça ma réaction sera d'autant plus authentique et ce serait marrant, mais comme ça on peut se garder ce petit moment-là, à la fin de l'agenda politique, où je réacte, de débunk des trucs. Alors en fait ça dépend vraiment, ça dépend vraiment des sujets. Il y a des sujets sur lesquels je peux te faire un debunk, mais alors je pars et je m'arrête plus, il faudrait même un autre stream et je pourrais déborder en café normand. Et il y a des trucs où ce serait plus compliqué pour moi de debunk. Mais j'ai envie de dire, voilà, envoyez-les moi, et au titre, je verrai si je peux debunk ou pas, s'il y a des choses à faire. Voilà. Envoyez-moi des vidéos, faites-moi de la pub. Voilà. Envoyez-moi du contenu, que ce soit participatif, nom de Zeus. Voilà. J'ai vraiment envie, moi, que l'agenda soit participatif, qu'il y ait, comme il y a 3 semaines, la dinguerie qu'on m'avait envoyée, les réacts un peu clash, ça fait des vues, bah oui, voilà, c'est ça. D'une part, moi, ça m'amuserait, ça vous amuserait, et en plus, ça aiderait à faire gagner en popularité la chaîne, donc aidez-moi, c'est Bruce. Voilà, petite référence. Et en plus, je dis ça, mais en plus, toi, tu m'en avais envoyé une. Alors, attendez, il faut que je la retrouve. Et j'avais prévu, en plus, de la mettre dans l'agenda politique de la semaine dernière, mais j'ai pas pu la faire parce que j'étais malade. Alors, attendez que je remonte. Ah, voilà. Tac. Hop, voilà. Vous êtes en train effectivement de gagner la bataille idéologique. Voilà. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi je pense cela. Parce que tous vos amendements contre le capital, contre les entreprises, s'inscrivent clairement dans une stratégie anticapitaliste, d'inspiration marxiste. Et cette stratégie comprend 3 étapes. La première, s'attaquer aux riches, aux bourgeois, pour aller vers une société sans classe. La seconde s'attaque à la propriété privée avec une démarche confiscatoire. Donc ça c'est en bonus. Pour aller vers une appropriation collective des moyens de production. La troisième étape est celle de s'attaquer à l'économie de marché, avec le tout gratuit, le tout subventionné, le tout administré. C'est bien du coup, non? Là, bah oui, non, mais bien sûr, oui, non, mais c'est bien, évidemment, parce que la façon dont tu l'as dit, enfin, je veux dire, vraiment, moi j'ai compris, je voulais pas d'une certaine façon. Je crois que... Hop, voilà. Tac, on va repasser sur cet écran-là, vu que j'ai plus rien à projeter. Donc ça, c'est Bazar des Faits qui me l'avait envoyé il y a 2 semaines pour l'agenda politique de la semaine dernière que je n'ai pas pu faire. Mais voilà un petit peu le genre de vidéo... Ah oui, j'ai oublié de couper la musique. C'est vrai, parce que j'ai pas mon casque, donc j'entends très vaguement la musique. J'avais pas entendu que la musique était restée. Par contre, j'entendais bien parler, ça... Mais voilà, c'est le genre de vidéos, elles peuvent être amusantes, elles peuvent être complètement abrutissantes, enfin pas abrutissantes dans le sens, bah tiens, j'ai une réaction pour ça. Bon, je vois qu'il est complètement abruti. Voilà, ce genre de, on a ce genre de réaction ensemble, hein, voilà. Mais des petites vidéos comme ça, voilà, ça peut être aussi un article, hein, voilà. Qu'importe le format, faites-moi des propositions avant le lundi matin. Bazar, à chaque fois qu'il propose des trucs à regarder, c'est des vidéos de 4 heures. Alors, ah oui, parce que j'ai pas vu. Je veux te voir react à L'Empire n'a jamais pris fin. Ça dure 1 heure, mais ça mélange tout ce que tu aimes. D'accord, et ben je connais pas cette vidéo, donc d'un côté j'ai envie d'aller regarder pour voir si je suis incapable de dire quelque chose, et en même temps, est-ce qu'on se garderait pas ça? Est-ce que c'est sur YouTube? Parce que je me méfie moi avec les strikes. Bref, je vais terminer mon Lagus, et puis je vais terminer la VOD pour YouTube, hein, finalement, qui aura eu son content de news politiques. Donc, comme l'a suggéré Bazar des Faits, je souhaite que l'agenda politique devienne participatif. Envoyez-moi des vidéos sur lesquelles vous voulez que je fasse du react politique et pourquoi pas du debunk pour justement avoir des réactions. Et le but, et je m'engage là-dessus, c'est que les contenus que vous m'envoyez, si vous me dites « Ah, ce serait bien que tu mettes ça pour l'agenda politique », je m'engage à ne pas les regarder, comme ça on les découvre tous, enfin tous, pratiquement, en live, et comme ça mes réactions peuvent être authentiquement authentiques. Voilà, donc n'hésitez pas à me les envoyer. Je répète les règles
pour être sûr qu'on soit bien, envoyez-moi sur des contenus politiques qui ont lieu dans la semaine qui passe avant l'agenda politique. Je reprends l'exemple. Aujourd'hui, on est le 12 novembre, le mardi 12 novembre. On vient de faire les actualités politiques du 4 novembre au 10 novembre. Pour le 18 novembre, si vous voulez m'envoyer des vidéos, quoi que ce soit, des trucs sur lesquels React, il faudra que ce soit des vidéos, des articles entre le 11 novembre et le 17 novembre. Voilà, et comme ça, je pourrai l'ajouter à l'agenda politique. Voilà. Faisons comme ça et on aura un agenda politique qui sera participatif et vraiment à l'image de moi ce que je voudrais qu'il soit. Et puis peut-être qu'au début on aura une vidéo, puis ensuite on aura une vidéo et un article et de plus en plus de contenu comme ça, voilà, où finalement en fait j'aurai moins le temps de me préparer et vous aurez plus de réactions à chaud pour plus d'authenticité, puisque c'est, on va dire, un petit peu pas le maillon faible, mais ce qu'il en est actuellement sur l'agenda politique, c'est que pour l'instant, les 10 articles que je vous ai préparés, c'est des articles que j'ai préparés. Donc des choses sur lesquelles je savais quoi dire à l'avance. Et donc forcément, on était plus dans la pédagogie et moins dans le React. Mais voilà, comme ça, on peut conjuguer les deux. Et je suis sûr que je pourrai compter sur vous pour m'envoyer du contenu. Pour cela, vous pouvez m'envoyer des messages privés sur YouTube, YouTube je sais même pas, je crois que oui mais je suis pas sûr, sur Twitch je sais même pas s'il y a une option, en tout cas vous pouvez le faire via la page Instagram et sinon venir directement sur le Discord et vous pourrez soit me l'envoyer par message privé, soit le poster sur le serveur Discord de la chaîne. Vous pouvez le rejoindre, hein, tous les liens sont dans la description et comme ça voilà vous pourrez poster vos petites pépites pour agrémenter nos futurs agendas politiques. Bien, et bah écoutez, je trouve que c'est une bonne conclusion à cette VOD. Je pense même que je vais l'extraire pour en faire une petite vidéo à part pour expliquer les règles, voilà, de l'agenda participatif. Voilà, et puis ça dynamisera un petit peu ma chaîne. YouTube, on va se quitter là, hein. On aura vu au total pas mal d'articles. Dis-moi ce que tu en penses, si tu as des questions. N'oublie pas, hein, si tu as des questions, des remarques, n'hésite pas à les formuler. Je prends toutes les critiques à partir du moment où elles sont constructives. Tous les commentaires, voilà. Je suis toujours content d'avoir des commentaires sur lesquels mettre un petit cœur et pouvoir répondre. Bien sûr, n'hésite pas à laisser un pouce vers le vert si tu veux. Vers le haut, pardon, un pouce bleu, voilà, si tu veux plus de contenu politique et du contenu de qualité, et bien sûr, n'hésite pas à nous rejoindre sur Twitch, voilà, pour pouvoir réagir en direct aux éléments qu'on voit ensemble. Allez, on se quitte là YouTube, porte-toi bien, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures politiques. Allez, à bientôt.